Bonjour Raphaël et bienvenue. Bonjour Ekad, bonjour à tous et merci Merci pour à l'accueil. tous, merci à tous pour les follow. Alors, je vais commencer Raphaël par te présenter. On a dit qu'on ferait ça assez court parce que notre échange il va évidemment approfondir un certain nombre de points sur ton parcours. Euh, je décide donc de faire une présentation qui est délibérément succincte. Alors, tu es diplômé de l'École centrale de Paris. Tu as soutenu ta thèse en 2000 pour entrer en fait quasiment tout de suite au CNRS dans un laboratoire spécifique donc de l'école polytechnique. Il me semble que tu as aussi un peu enseigné aux États-Unis et tu deviens en 2015 directeur de recherche au CNRS. En parallèle, tu publies pas mal de nouvelles au début, on y reviendra je pense tout à l'heure, et puis des romans, 3 en particulier, de science-fiction. En 2019, tu obtiens une chaire d'enseignement et de recherche sur le thème sciences et jeux vidéo à l'école polytechnique. Et en 2023, tu es invité donc par ECAT pour parler littérature, science-fiction et relations entre physique et fiction. Hein, c'est ça dans ton œuvre. Pour le chat, sachez que je suis ouverte notamment pour la première partie, enfin surtout pour la première partie. On a décidé avec Raphaël de, on va dire, faire une trame d'émission en 3 temps. Une première partie vraiment consacrée à la physique pure et dure. Donc là, je vais avoir besoin du chat et de ses questions pour alimenter, je pense, l'échange. Une deuxième partie qui portera davantage sur tout ce qui est de l'ordre de la littérature de ton œuvre et en particulier de ta trilogie. Et puis, dans une troisième partie, justement, on parlera plus spécifiquement, avec un petit truc inédit, on parlera plus spécifiquement de ta chaire sciences et jeux vidéo à l'école polytechnique. Alors, première partie donc de cette émission. Et première question, je ne sais pas si tu connais Roland Barthes, il a écrit un bouquin que j'aime énormément, que je cite quasiment à chaque émission, qui s'appelle La préparation du roman. Et en fait, dans ce texte, qui est autant un texte voilà, de théorie, enfin oui, on peut le présenter comme ça, que de réflexion sur l'écriture narrative, il s'interroge sur comment devient-on écrivain. Donc moi, ma première question, c'est comment devient-on physicien? Tu l'as un peu dit, hein, ça reste des parcours très académiques en fait, donc il faut impérativement passer par une thèse. Une thèse, ça se fait après un master 2, master 1, master 2 quelque part. On peut venir de l'université ou d'une école d'ingénieur. Moi, il se trouve que j'ai fait une école d'ingénieur, mais le parcours un peu royal, c'est plutôt l'université ou les écoles normales supérieures ou ce genre de choses, mais il y a plusieurs passages qui peuvent amener donc au master 2. Derrière la thèse, passage obligé. Donc la mienne, je l'ai faite au CEA sur la symétrie matière et antimatière. Et après ça, la plupart d'entre nous, on part en postdoc en fait, donc en général à l'étranger pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Souvent pour changer un peu de thématique de recherche, s'ouvrir l'esprit après la thèse, se débarrasser ou se démarquer de son directeur de thèse. Moi, j'adorais le mien. Pas de... Et ensuite, les postes de recherche. Alors là, je parle plutôt de la recherche fondamentale. Hein. Il y a aussi des postes de recherche appliqués dans l'industrie, mais les postes de recherche fondamentale sont en gros à l'université ou au CNRS en France ou au CEA, enfin, dans quelques endroits assez bien identifiés, dans lesquels il n'y a pas beaucoup de postes, particulièrement en ce moment. Donc c'est un peu la grande compétition. Alors moi, je suis rentré il y a 20 ans, c'était un peu plus facile. Et comme tu l'as souligné, j'ai pas fait de postdoc. J'ai eu la chance de rentrer directement au CNRS. C'est pas forcément bien, enfin c'était très bien, ouais, beaucoup de chance à l'époque, mais aller faire un petit tour ailleurs, c'est en général assez enrichissant, quoi. Ok. Mais est-ce qu'on peut pas faire remonter la question à plus avant parce que là, tu Oui, m'as bien sûr. expliqué comment on devient physicien d'un point de vue académique, hein, post-bac, etc. Machin, mais il y a bien un moment. Est-ce que c'est une histoire de famille Est-ce que c'est une vocation? Voilà. Est-ce que c'est un film que tu as vu? Est-ce que c'est un prof que tu as eu? Enfin, je veux dire, il y a bien quelque chose quand même qui t'a dirigé vers ça. Ouais. Donc ça, c'est comment je suis devenu physicien, c'est pas Oui, comment tout le monde devient. oui, tout Ah, à fait. Oui. il y a plusieurs passages. Hein. Je pense que Mm. si tu parles à d'autres physiciens, ils vont avoir d'autres expériences. Moi, donc non, c'est pas familial directement. Mes parents sont littéraires, ça explique peut-être d'autres choses plus Ok, tard. ouais. Mais j'ai pas de frères et sœurs. Mes parents étaient littéraires. Je suis dans un milieu vraiment plutôt littéraire. Après, c'est de la curiosité en fait. Moi, très tôt, j'ai eu beaucoup de curiosité
pour le savoir en général, en fait, la connaissance. Et j'aurais pu faire, assez tôt, je pense, j'ai eu assez envie de devenir chercheur, mais en physique, assez tard, en fait. Ça aurait pu être autre chose. À un moment, j'étais très attiré par la recherche dans le domaine médical, Mmh. mais passer par médecine et le sang, m'a plutôt freiné. Mais donc c'est ça, c'est vraiment l'appétit du savoir. Et puis alors pour la physique des particules, pour moi, il y a un déclencheur hyper précis, c'est je crois 86 par là, un numéro de Science et Vie dans lequel il y a un Mmh. article sur la désintégration du boson Z. Alors, je vais commencer à pas te dire des choses que personne ne va Oui, comprendre. oui, si, 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 si. Il y a quand même des. Normalement, hein, tu vois, on est une cinquantaine là, il y a quand même des Yes. scientifiques normalement. Voilà, mais si, voilà, tu Donc peux rentrer dans des détails techniques. ça marche. Donc désintégration du boson Z en particules qu'on voit pas, conclusion qu'il y a que 3 familles de particules élémentaires, un truc complètement planant quoi, que je comprenais pas du tout, j'avais 13-14 ans, hein. Mmh. Et c'est rentré dans un coin de ma tête, sans doute avec d'autres choses similaires dans d'autres domaines de recherche. Et puis voilà, dès ce moment-là, je savais que la physique des particules, c'était intéressant. Et puis après, j'ai eu des opportunités. Un prof de physique qui fait venir un chercheur en terminale, je pense, dans notre classe. Je trouve ça génial. Je lui demande si je peux venir voir ce que vous faites. Il me fait visiter un laboratoire à Orsay. On venait de découvrir la supraconductivité à haute température. C'est les petits aimants qui lévitent là sur des machins d'hydrogène, d'azote liquide, pardon. Donc je suis allé, c'était 3 ans après le prix Nobel, je crois, c'était complètement fascinant. Et voilà, des opportunités comme ça. Puis un prof à Centrale aussi qui était assez éclairant là-dessus. Alors j'ai eu à Centrale un prof que beaucoup de gens connaissent, c'est Étienne Klein. Il était donc Incroyable, j'allais revulgarisateur. t'en parler. Ok, Il était incroyable. ouais, ouais, Ok. Ah, je l'ai eu comme prof à c'est fou. Centrale, ouais. Ok, je suis fan de lui. Ok, très bien. Très bien. À la fois d'humanisme, il avait un cours d'humanisme Mhm. et de physique des particules aussi. Donc Ok. un profil comme ça super, voilà. Donc c'est des rencontres beaucoup quoi. C'est d'abord avoir un intérêt pour le savoir et les limites de la connaissance, et puis derrière des rencontres, et puis après, une fois que tu as cette flamme un peu, tu tombes dans ce que je disais avant, donc le parcours universitaire qui est bien identifié, quoi. Mhm. Et qui n'est pas forcément facile à suivre, hein, d'ailleurs. Typiquement à Centrale, comme vous pouvez imaginer, on faisait pas de physique des particules, on en faisait un peu quand même en fait à l'époque, c'est des cours qui ont un peu disparu aujourd'hui. Et donc j'ai fait derrière, parce que le truc m'animait, j'ai fait un master 2 en plus en fait après, pour pouvoir vraiment démarrer une thèse en connaissant le sujet, quoi. Ok. C'est quoi le quotidien d'un chercheur en physique des particules au CNRS? Yes. Il y a deux types de chercheurs en fait, il y a les théoriciens et les expérimentateurs. Mm. Moi je suis expérimentateur, donc le théoricien c'est celui que vous avez peut-être plus en tête. C'est celui qui écrit des équations sur un tableau noir. Alors en fait non, hein, maintenant c'est beaucoup de simulations sur ordinateur évidemment et tout ça, mais c'est celui qui conçoit dans notre domaine les interactions entre particules élémentaires. Donc plutôt théoricien, donc il reçoit les observations qu'on fait nous, il conçoit des modèles qui permettent de reproduire les observations qu'on fait nous. Vous l'avez compris, je suis expérimentateur. Mm. Et derrière, il prédit des choses avec ces modèles que nous, expérimentateurs, on va vérifier. Donc il y a un aller-retour entre les deux communautés tout le temps. Mhm. Et l'expérimentateur, il a un travail assez différent en fait. Une des très grandes parties du travail d'expérimentateur, c'est de concevoir des expériences. Et aujourd'hui, en physique des particules, les expériences, elles sont colossales. Au CERN, à Genève, là, qui est l'accélérateur le plus puissant du monde, hein. Dans le monde, il y en a qu'un en fait. On s'est mis ensemble, tous physiciens de tous pays confondus, on s'est mis ensemble sur une seule machine. Les expériences, elles sont conçues par des milliers de personnes en fait, et les données sont exploitées par des milliers de personnes. Et donc il y a tout ce travail de conception qui veut dire de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique, plein de choses. Donc d'abord conception, ensuite traitement des données, puis ensuite analyse des données. Et donc c'est là que la physique revient. Enfin, la physique, elle est partout, hein, parce qu'il faut concevoir l'expérience en fonction de la physique qu'on veut faire. Et donc le travail au quotidien, alors les machines du CERN sont construites, elles fonctionnent depuis plus de 10 ans maintenant, 12 ans, ouais. Et donc on est en phase plutôt d'exploitation des données. C'est-à-dire qu'on récupère plein de données sur nos ordinateurs, on les digère. C'est des lots de données immenses en fait. Considérable, ouais, bien sûr. Il y a plein de phases de digestion avant qu'on arrive à faire l'analyse. Donc ça, c'est la grande partie. On participe à l'acquisition des données aussi, hein. C'est-à-dire que quand l'accélérateur tourne
et qu'il faut prendre les données, on fait un peu les 3-8, quoi. Les physiciens se relayent à tour de rôle auprès de l'expérience pour acquérir les données, quoi. Donc le boulot d'expérimentateur, c'est un boulot assez varié en fait. Il y a pas mal de choses assez différentes à faire. Mm. Puis ça va jusqu'à donc écrire des articles, les présenter en conférence, discuter avec ses pairs et tout ça, quoi. Mhm. Oui, C'est très c'est-à-dire le travail de recherche classique avec la confrontation d'idées, etc. Au-delà de. Voilà. Exactement. Merci beaucoup pour tous les follow là qui arrivent les uns après les autres. C'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. Merci Raphaël, c'est grâce à toi. Si on passe presque sans transition aucune, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que le chat, vous avez des questions à poser à Raphaël? Parce que moi, j'en ai encore une peut-être sur la question de la vulgarisation scientifique ou comment on vulgarise voilà, son domaine de recherche. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il n'y a pas une limite en fait à cette vulgarisation-là? Mais est-ce que le chat a des questions à poser à Raphaël sur voilà, sur ses domaines de recherche ou sur ses activités? J'ai des chats toujours très polis et très... Allez, pas de questions? Bon, alors, moi je vais poser ma question, mais je l'ai déjà posée de manière indirecte. Vu que de plus en plus, on va dire depuis, allez, je sais pas, ouais, c'est ça, 5 ou 6 ans, tu t'intéresses... Ah, si! Coucou, il est... Alors, question de... Ouais. Urushiyowa, et je suis désolée si je me trompe parce que je ne sais jamais lire le nom de mes viewers et de mes followers. Ou est-ce que, en ce moment, est-ce que tu peux parler de... Voilà, tu es sur quoi comme type d'expérience? Est-ce que tu peux en Quelle expérience parler? je suis, ouais. Ouais, bah, si vous connaissez le CERN, je suis sur l'expérience qui s'appelle CMS, Compact Muon Sélénoïde. Il y a 2 très grosses expériences sur le LHC, Atlas et CMS, et puis d'autres, et 2 autres qui sont un peu moins grosses, mais quand même assez conséquentes, qui sont LHCb et ALICE. Et donc moi, je travaille sur CMS. C'est une des 2 expériences qui ont découvert le boson de Higgs là, en 2012. Et moi, je travaille pas sur le boson de Higgs, je travaille sur les collisions dites d'ions lourds. Donc on envoie, plutôt que des protons, on envoie des noyaux les uns sur les autres, des noyaux de plomb. Et on essaye de recréer pendant ces collisions recréer une petite goutte de ce qu'on appelle le plasma de quark et gluon, qui était l'état de l'univers dans ses premières microsecondes. Et donc on étudie ce truc-là. On regarde tout ce qui sort et on étudie donc toutes les propriétés du plasma de quark et de gluon. Donc ça raccroche avec à la fois le scénario du Big Bang et le début de l'univers, et aussi l'astrophysique, parce qu'il est probable que dans certaines étoiles, il y ait un plasma de quark et de gluon. Ça plane. Ok, merci. Alors ça me dépasse, mais je trouve ça très poétique en fait à la fin, tu vois. Je trouve ça, mais oui, ça l'est. Je suis sûre qu'il y a une très très grande poésie dans ce que tu fais. En tout cas, voilà, juste dans le vocabulaire technique, je trouve ça toujours très poétique. Merci pour la question. Ourou, je vais t'appeler Ourou. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Moi, voilà, comme je disais tout à l'heure, Tomo Barlet disait le langage vernaculaire de la physique, c'est de la poésie. Mais c'est sûr, tout à fait. Tout à fait. Tomo est un des écrivains que j'ai fait venir. Il est là incognito, mais c'est un des écrivains que j'ai fait venir dans une de mes premières causeries. Donc voilà, donc c'est bien que voilà, qu'il soit là aussi. Merci Tomo Barlet d'être ici. Peut-être avant de passer aux questions purement de science-fiction ou d'écriture de science-fiction, comme je disais tout à l'heure, ça fait à peu près 5 ou 6 ans, alors sans doute plus, mais que tu t'intéresses à tout ce qui est de l'ordre de la vulgarisation, et notamment de la vulgarisation scientifique, des biais qu'on peut utiliser, etc. Est-ce qu'il n'y a pas justement, tu vois, quand on est en train de discuter, là pour le coup, faudrait vulgariser pour moi, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas une limite à la vulgarisation scientifique? Alors c'est con parce que plutôt que de te poser la question de comment on vulgarise et qu'est-ce que pour toi bien vulgariser d'un point de vue scientifique, je te pose déjà la question de la fin. Donc je te pose la question du début peut-être, comment bien vulgariser la science, tu vois? Est-ce qu'il y a une... là, dans le chat, hein, on a beaucoup de streamers de POC Science qui sont justement aussi très attachés, comme je te l'avais dit en off l'autre jour, à la vulgarisation scientifique. Est-ce que, alors il n'y a pas qu'une manière de vulgariser, mais pour toi, comment bien vulgariser? Il n'y a pas de... Le point clé dans la vulgarisation, c'est de s'adapter au public qu'on a, en fait. Et ça, c'est super important, il ne faut pas le perdre de vue. C'est-à-dire, si on fait de la vulgarisation dans une école primaire, dans une école maternelle même, au lycée, au collège, à l'université, sur Twitch, sur YouTube, dans un jeu vidéo, c'est pas les mêmes publics. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de vulgarisateurs qui oublient un peu ça. Et les meilleurs l'oublient pas.
il faut absolument essayer de se mettre à la place de son audience et adapter son langage et ses codes, Mmh. quoi. Mmh. Donc on y viendra à la fin. Moi, je fais du jeu vidéo pour ça, et donc Mmh. j'adapte les codes des joueurs, quoi. Mmh. Ça, c'est super important. Il faut pas non plus tomber dans l'excès un peu inverse, c'est-à-dire de prendre l'audience pour des imbéciles, quoi. Ouais, là, simplifié à outrance, Et ouais. Mmh. ouais, et ça, pareil, il y a ça arrive souvent. Moi, ce que je préfère, hein, c'est les médias interactifs, c'est-à-dire, bon, c'est pas le cas du jeu, enfin, si, le jeu vidéo est interactif, mais pas avec les développeurs. C'est quand on a vraiment son audience en face de soi, c'est le mieux, en fait, pour vraiment comprendre s'ils comprennent, et puis s'adapter de façon dynamique à ce qu'ils sont capables d'appréhender. Mmh. Et pour moi, c'est ça le point clé, quoi. Donc la limite de la vulgarisation, c'est pas La forcément une limite intellectuelle alors, hein. La limite ce serait quoi? Est-ce qu'il y a des choses, tu vois, ton boson de Higgs là, est-ce que tu crois que tu pourrais, alors pas maintenant, mais est-ce que tu crois qu'un jour tu pourrais me l'expliquer et je pourrais le comprendre? Oui, ça Tu peut se vois? tenter même Oui, maintenant. ça Non, mais non, il y a pas de. Enfin, donc en fait, en vrai, je pense qu'il y a pas d'autre limite que le temps qu'on y passe, quoi. Mmh. Honnêtement, en passant du temps avec n'importe qui, on peut expliquer le boson de Higgs, parce que c'est Mmh. l'exemple qu'on a sous la main là Mmh. maintenant, Mmh. mais ça marche. Il y a une petite anecdote sur le boson de Higgs qui est pas négligeable. Je crois que c'est le Premier ministre ou le ministre de la Recherche de anglais, quand on a, à un moment de l'histoire du CERN, il a dit: bon, vous voulez fabriquer cette machine pour découvrir ce fameux boson de Higgs, ça coûte un peu cher. Est-ce que vous êtes capable, en une page, de m'expliquer ce que c'est que le boson de Higgs? Donc il y a eu un concours qui a été réalisé au CERN, et il y a un gagnant. Ça a été mis en BD aussi, quelques images assez marrantes qui sont sorties de ce truc-là. Et donc le challenge, c'était une page, quoi. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable d'expliquer au ministre de la Recherche anglais ce que vous voulez découvrir en une page, peut-être qu'il ne va pas vous donner l'argent pour le faire, quoi. Mmh. Et donc ça marche, non, ça marche. Il y a toujours moyen, mais ça prend du temps. Déjà à y réfléchir, c'est-à-dire à trouver les bonnes analogies, parce que l'analogie est très puissante, hein, Bien pour sûr. la vulgarisation, évidemment. Trouver les bonnes analogies, et puis passer du temps potentiellement avec son audience pour être sûr qu'elle suit, quoi, Que qu'elle c'est bien comprend. compris. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. J'ai plein de Donc pas de limite, remarques, no limite. nos limites. J'ai plein de remarques dans le chat. Donc Serrano qui nous dit: est-ce que la recherche scientifique est aussi bravage que le personnage du capitaine qui se trouve derrière Raphaël? Ouais. Ouais. On va dire ouais. Non, dans la recherche, il faut oser, quoi. Ouais, il faut. Mmh. Alors, il y a à la fois plein de codes qu'il faut maîtriser, être un peu dans les clous, mais les meilleures découvertes sont souvent faites par des gens qui sortent des clous et qui Les sont clous, bravaches, quoi. ouais, bien sûr, à la pensée un peu marginale. Germain dit: peut-on travailler sur de la physique fondamentale, les bases de la physique, l'origine de l'univers et croire en Dieu? Ou putain. Alors là, par contre, Alors, est-ce qu'on peut... Alors, Raphaël, est-ce que tu vois où je Moi, veux j'ai venir? j'ai une tu- réponse simple à cette question. Ouais, alors moi, j'ai aussi une réponse pour Germain. Est-ce qu'on peut attendre, de fait, de parler de la trilogie? Tu Si comprends tu veux. pourquoi, Raphaël? Tu comprends pourquoi je dis ça? Est-ce qu'on peut justement, sur cette question de la, je mets des guillemets, religion, hein, d'accord, ou de la sacralisation, peut-être, est-ce qu'on peut attendre, Germain, de parler de la trilogie de Raphaël pour répondre à ta question? Salut Taonou, bienvenue. Bon, alors je crois que la particularité quand j'ai des invités, c'est que le chat est aussi très très intéressé par ce qui se passe derrière. Donc tu vois, mon dernier invité, il y avait une sorte de tableau de lion, une peinture qu'il avait dessinée, etc. et qui a fait voilà, beaucoup parler le chat. Et bien là, écoute, si tu regardes un petit peu mon chat, tout tourne autour du masque qu'il y a derrière toi. C'est assez drôle. Salut la familia, bon matin à toi aussi. Oamgi me dit qu'il part pour un petit déj à 10h30. Ah bah bien, voilà. On peut attendre. Coucou Taonou, coucou tout le monde. On passe donc à la deuxième partie de notre discussion, sachant que si le Pour chat, relancer bien le chat, sûr... je montre que j'ai aussi un arc derrière moi. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, si le chat n'a plus de questions sur la partie, on va dire, physique pure et dure, on va passer donc à la deuxième partie qui porte cette fois-ci spécifiquement sur
ton œuvre et sur la trilogie, j'ai envie de dire. Alors, il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres ouvrages qui ont été envisagés, qui ont été écrits, mais j'aimerais qu'on se concentre, parce que c'est aussi pour des raisons temporelles, hein, très simplement, qu'on se concentre voilà, sur cette trilogie que tu as écrite. Alors, on s'est mis d'accord pour que tu lises un passage. Euh, Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ah, il est C'est bon peut-être pour un peu long, décrochez pas, Alors, si tu le trouves mais trop long, tu allons-y. coupes, hein. Non, non, Si tu, bah, au moins les premières, ouais, au moins ouais. les premières, je sais pas, les premières, les premiers paragraphes, tu vois. Mais oui, si Ouais. tu le trouves trop long, en effet, Non, non, mais on on tente, peut on tente. on peut. Il n'y a pas de On, souci. on tente parce que la chute des chapitres, c'est toujours important, quoi. Ouais, c'est vrai. Ou alors tu cuts le milieu, tu fais le début, la fin, c'est Peut-être, comme ouais. tu veux. On va voir. Donc c'est un passage de Thinking Eternity, qui est mon deuxième roman, ouais. C'est un chapitre qui s'appelle Bangkok. La première victime officielle est une jeune touriste sino-coréenne en vacances en Thaïlande. Il est à peu près certain qu'elle a contracté la maladie dans le marché de Chatuchak. Un médecin du Bumrungrad International Hospital, thinker convaincu, attire très tôt notre attention sur une possible manœuvre politico-économique. Auteur des premiers tests viraux, il est formel. Il ne s'agit là que d'une grippe asiatique classique, récurrente, d'une légère mutation de la grippe précédente qui fera son lot habituel de victimes. Or, un observateur soi-disant indépendant, mais mandaté par le défunt, le laboratoire KSI, a rendu des conclusions différentes. Il s'agit d'une nouvelle souche avec réassortiment antigénique et il est probable que les autorités locales du pays, dont l'économie repose sur le tourisme, en minorent sciemment l'importance. Ce à quoi le médecin du Bumrungrad répond qu'il ne travaille pas pour son gouvernement, mais pour un hôpital international privé, et qu'il ne s'agit pas d'un réassortiment, mais de la résurgence d'un virus qu'il a déjà vu et qui n'a été virulent qu'à son apparition 20 ans plus tôt. En vertu du principe de précaution, l'OMS se range à l'avis du laboratoire KSI et classe l'événement en phase 3 sur son échelle de pandémie grippale. Quelques morts du côté des habitués de Chatuchak inquiètent les autorités, phase 4, bien que le petit docteur, désormais en croisade, démontre grâce à une think-up que ces décès n'ont rien à voir avec la grippe. L'opinion locale est un instant partagée entre le médecin thaïlandais et le laboratoire international. Elle commençait à pencher vers le petit docteur quand celui-ci meurt lui-même d'une maladie foudroyante qui n'a toujours rien à voir avec la grippe, mais distille néanmoins dans la population locale la crainte d'une épidémie. Une think-up est alors lancée contre le laboratoire KSI et le consortium auquel il appartient pour tenter de comprendre si oui ou non il y a un mensonge sur le diagnostic, tentative de manipulation du public à des fins commerciales et même assassinat du petit docteur et de quelques habitués de Chatuchak. 2 semaines seulement ont passé depuis la mort de la touriste. Ce n'est que lorsque des foyers viraux sont déclarés en Inde, phase 5, puis en Chine et en Arabie, phase 6, que le monde s'intéresse à la question. Les masques sanitaires, les lave-mains et les contrôles infrarouges de température corporelle feront irruption dans les aéroports. Jusque-là, tout ressemble à des faits antérieurs similaires dont l'impact est resté limité, mais des éléments nouveaux font prendre une direction particulière à l'événement. Plusieurs médias reçoivent le témoignage d'un anonyme affirmant travailler pour le laboratoire KSI. Après quelques détails destinés à prouver son appartenance, il révèle que ses employeurs ont caché à dessein qu'il y a quelque chose d'inhabituel dans le nouveau virus, quelque chose qui n'a rien à voir avec la grippe elle-même et peut avoir causé les premiers morts thaïlandais, quelque chose que le laboratoire étudie depuis en secret en vue de la possible exploitation commerciale d'un vaccin en première exclusivité. Les dirigeants de KSI démentent immédiatement ces allégations, mais le fait qu'un de leurs employés, le Dr Fong, soit retrouvé à son domicile avec 2 balles dans la tête ouvre la porte à toutes les spéculations. Bien qu'il ne soit pas formellement prouvé que la victime était l'auteur de la révélation, cette hypothèse est retenue par la plupart. Tous les laboratoires de la planète se mettent alors à chercher ce quelque chose que pourrait receler le virus. À partir de là, règne une importante cacophonie médiatique et les discours catastrophiques se répandent. Nous autres, thinkers, nous attachons par autant de think-up à trier dans chaque rumeur le vrai du faux, nous défiant de tout effet d'annonce. Il est dit que les villages entiers du Triangle d'Or ont été décimés par l'épidémie, c'est faux. La grippe en elle-même est particulièrement virulente, c'est vrai. De nombreux morts inexpliqués sont attribués au quelque chose, c'est faux, au moins en grande partie. Nous trouvons aisément une autre explication dans plus de la moitié des cas étudiés. 2 laboratoires prétendent avoir découvert quelque chose, c'est faux. Il ne s'agit que de tentatives pour monter les ventes d'un de leurs produits, supposés diminuer le risque de contamination. Je ne m'intéresse pour ma plupart à l'épidémie que quand Yoko me demande l'avis du chercheur en biotechnologie que j'ai été. Elle veut se forger une opinion personnelle car ses initiatives loufoques commencent à recevoir un écho favorable sur Think City. Sous couvert du Googland, je remonte à la source, à Bangkok, sur les traces du malheureux petit docteur. Je collabore avec le cercle des thinkers locaux, auquel il appartenait et qui comprend certains de ses plus éminents collègues. Nous disposons de son journal, de ses notes et surtout de la souche initiale qui a été conservée à l'hôpital. Je participe aux recherches comme simple consultant, mais j'ai accès à toute l'information. Rapidement, je ne vois pas ce que ce virus peut avoir de spécial, mais j'ai conscience de ne plus être à la pointe du sujet si jamais je l'ai été. Ce qui m'intrigue le plus n'est pas mon absence de découverte, mais une impression diffuse, l'hypothèse irréfutable qu'il n'y a rien d'autre qu'une simple grippe que quelqu'un essaye d'instrumenter
en rajoutant des morts autour d'une première victime bien choisie, en orchestrant des fuites invérifiables du laboratoire qui a eu la primeur du virus. J'ai le sentiment que nous n'allons pas tarder à savoir à qui profite tout cela. Fin du chapitre. Alors, c'est moi, je le dis, qui ai choisi. Bonjour Amnésiaque, bonjour tout le monde, dit-il, bonjour. Ah, il y avait une autre question un peu scientifique que peut-être on va garder sous le coude pour tout à l'heure, pour faire un petit peu écho à ta lecture, Raphaël. C'est moi qui ai choisi cet extrait donc, de Thinking Eternity pour une raison assez simple, non pas pour qu'on reparle une fois encore de notre pandémie à nous qui date de 2020, mais très simplement parce que l'extrait qui vient de nous être lu par l'auteur date de 2016. Et en fait, j'ai fait exprès, j'aurais pu choisir sur voilà, les 3 ouvrages, même si voilà, je les ai pas, j'en ai fini un sur les 3, mais globalement, j'aurais pu tout à fait choisir un autre extrait, un truc peut-être un peu plus technique, technologique, un truc peut-être un peu plus voilà. Alors j'ai choisi celui-ci très simplement parce que quand je l'ai lu, je me suis dit ah mais attends, ça a été publié qu'en 2016, donc forcément écrit encore avant, et ça fait un écho absolument incroyable avec ce qu'on a vécu en 2020. Et ma question donc, qui n'est pas une question facile, que je vais te poser, ouais je suis désolée, que je vais te poser, c'est est-ce que finalement l'anticipation, on parle souvent pour la science-fiction, de récit d'anticipation, c'est-à-dire la capacité de la littérature à anticiper ce qui peut se passer. Là pour le coup, est-ce que l'anticipation n'est pas l'apanage premier de la littérature plutôt que de la science? Bah, c'est les deux en fait, je pense. Donc l'anticipation, les deux, mais plutôt de la littérature, ouais. C'est-à-dire imaginer des situations probables mais pas certaines, c'est vraiment le rôle des gens qui imaginent le futur. Donc ça, c'est beaucoup les auteurs et en particulier les auteurs de science-fiction, d'anticipation. J'espère que c'est aussi les politiques, mais des fois on peut se poser des questions, mais tous les gens qui imaginent des futurs en fait. Et donc, mais oui, le rôle d'un écrivain d'anticipation de science-fiction en particulier, c'est d'imaginer le futur. Et quand tu le fais, ta principale source d'inspiration, c'est le présent en fait. Mais je peux vous raconter pourquoi j'ai écrit ce truc-là, bien sûr, mais H1N1 en fait. En fait, la grosse inspiration de cette histoire de virus là, c'était H1N1. Je pense que j'écrivais ce chapitre-là. Alors, je vais vérifier un truc. 2016, je pense que c'est le poche, non? Et je pense que pardon. Ouais. J'ai pas. Attends, non, 2014. Excuse-moi. C'est 2014. 2011, voilà. C'est celui-ci. Oui, parce que moi j'ai les premiers en poche. On en reparlera après des dates. C'est 2014, donc ça veut dire 2012, 2013 quoi. C'était écrit à ce moment-là. Exactement. Donc en pleine crise H1N1 et en fait, bon, sans rien spoiler, divulgacher trop des bouquins, mais mes 3 bouquins reposent sur une hypothèse apocalyptique où l'humanité disparaît en très grande partie. Et j'avais besoin d'un moyen relativement réaliste, quoi, de supprimer la grosse partie de la population. Et donc voilà, en crise H1N1, avec cette histoire de Roselyne Bachelot qui achète 60 millions de virus, tout ça, je me suis dit, un virus, c'est une bonne idée en fait. Tu viens de faire un lapsus complètement génial. Oui, ouais, mais c'est normal. Toi, tu sais, je viens de. C'est pas grave. Tu connais l'histoire, c'est normal. 60 millions de vaccins. Aïe. Yes. Et donc voilà, c'est à ce moment-là. Et donc voilà, en t'inspirant du présent, et ce qu'il y a derrière, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que l'émergence de maladies, il y en a. C'est pas nouveau avec le Covid. Le Covid, c'était un peu plus que les précédentes. La gestion d'une maladie telle que H1N1, c'est assez standardisé. Toute cette histoire de phase de l'OMS et tout ça, je me suis documenté en fait. Je l'ai pas inventé. Oui, je me doute. Il faut que je mette dans le bouquin des trucs un peu qui viennent du vrai monde, quoi. Ok. Alors si on parle justement de cette trilogie, on a d'abord. Alors moi, c'est vrai que je vais montrer les poches. Je vais montrer quand même. Voilà. Alors, on a d'abord ça, c'est-à-dire c'est publié en 2011 et ça s'appelle Eternity Incorporated. Nous avons ensuite en 2014 Thinking Eternity ici, et puis beaucoup plus récemment, donc en 2022, Resilient Thinking ici. Tout publié donc aux éditions Nemos.
On est Mm, mm. d'accord? Je me trompe pas. Yes. Très bien. Non, non, On tout à a fait. en fait ici donc 3 romans qui fonctionnent quand même de manière indépendante, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de lire les 3 pour comprendre, on va dire, l'univers. Et 3 textes qui donc peuvent être lus de manière indépendante, mais qui abordent néanmoins tous, alors qui se croisent hein, bien entendu, autour Mhm. justement de ce consortium-là qui s'appelle Eternity Incorporated, et qui abordent des thématiques clés de la science-fiction, à savoir, alors, si je. Évidemment, dit comme ça, hein, moi, j'aime pas faire les résumés des bouquins, déjà parce que je sais pas faire, parce que j'ai pas envie de spoiler, parce que voilà, on parle de divulgacher tout à l'heure, et en effet, j'aime pas ça. Donc, on va juste parler des thématiques clés, mais évidemment, ça va affadir un petit peu quand même ces textes qui sont, je le dis, exceptionnels. D'abord, la présence en termes de thématiques clés de la science-fiction, on a d'abord tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, tout ce qui tourne autour du transhumanisme, donc forcément de l'humain augmenté, des voyages spatiaux, et ça j'aime beaucoup, la reconfiguration en fait des États-nations ou du monde, hein, j'ai envie de dire sous l'angle politique, et là vraiment au sens étymologique du terme, la police, c'est pour ça que ça me permettra de répondre, et ça te permettra de répondre à la question de Germain tout à l'heure sur Dieu en fait. Hein. Et toutes ces thématiques en fait tournent autour d'une question qui est la question, tu l'as dit tout à l'heure, ou d'un problème ou d'une interrogation qui est en fait la survie de l'espèce humaine. C'est ça? Ouais, ouais. C'est ça. C'est Alors dis-moi, donc le premier, Eternity Incorporated, si on fait, alors pas forcément un résumé, mais c'est quoi Eternity Incorporated? Comment ça te vient, cette idée de ce consortium-là qui surfe en fait sur la peur des gens? Ah, tu vois ça comme ça, c'est intéressant. Alors sur mes peurs à Donc, moi. ouais. Ok. Donc je vais vous raconter comment l'écriture s'est opérée, quoi. Au début, il y a une nouvelle en fait dans laquelle toute l'hypothèse apocalyptique et puis une grosse hypothèse sur l'intelligence artificielle et le transhumanisme qui sous-tend tous les 3 romans est posée. Donc c'est au début une nouvelle écrite en plus dans un atelier, plus ou moins un atelier d'écriture avec une contrainte très forte. C'est une nouvelle dans laquelle on ne devait pas pouvoir identifier le genre du narrateur, Du jeu, du ouais. personnage principal, ce qui est en français est super difficile à écrire parce qu'on n'a pas de neutre, quoi, et donc la plupart des adjectifs sont évidemment genrés. Donc c'était une contrainte comme ça, et puis donc de fil en aiguille, je vous raconte ça vite fait. Hein. Donc je parlais au personnage. C'était à la deuxième personne, en fait, je disais tu viens d'arriver dans mon monde et tout ça. Et donc le personnage qui parlait n'avait pas de genre. Et à un moment, il dit qu'en fait, il est du genre opposé à la personne à qui il parle. Et donc, si c'est une lectrice, le narrateur est un narrateur. Et si c'est un lecteur, le narrateur est une narratrice. Donc c'était un exercice fou. Rien à voir avec le cœur du sujet, mais c'était voilà, c'était comme ça. Et l'idée du monde... donc ça, c'est pour un peu la forme. Le fond, l'idée, elle m'était revenue en posant un bouquin. C'est surprenant, je pense que c'est les particules élémentaires de Michel Houellebecq. Je ne sais pas si vous l'avez tous lu. On connaît bien Michel Houellebecq et le cœur de son œuvre, des histoires de mecs blancs, de parisiens en errance Oui, d'anti-héros dans notre monde ouais, actuel. Mais il y a un truc hyper surprenant dans les particules élémentaires, c'est qu'il y a un chapitre de rupture à la fin, ou 2 chapitres, où il fait un zoom dans le futur et il dit voilà, un de mes personnages, il a inventé l'immortalité. Donc un des personnages qu'on vient de suivre, glauque, machin, il a en fait inventé l'immortalité, et donc il parle des immortels dans le monde futur. Il y a une hypothèse d'immortalité. Et donc, je me souviens très bien, j'étais dans un train pour aller au CERN, je pose ce bouquin et je me dis putain, c'est super intéressant, c'est quoi l'immortalité pour moi? Et je pose une autre hypothèse de quête de l'immortalité, un peu plus à la Matrix. Matrix, c'était pas sorti, mais tout ça, c'était complètement dans l'air du temps, en fait, le transhumanisme, les mondes virtuels immersifs, tu sais plus que tu es dans un monde virtuel, tout ça. Donc je pose ça dans cette nouvelle. Et puis je la soumets à 2-3 appels à nouvelles à l'époque, et heureusement, elle n'est pas prise. Elle était un peu compliquée, je pense. Et puis les gens à qui je la fais lire, ils me disent mais ton hypothèse de quête de l'immortalité, donc c'est une des quêtes que poursuit Eternity Incorporated, l'entreprise que j'ai ensuite créée pour mes bouquins, quoi. Elle est intéressante, prends-la à contre-pied et raconte une autre histoire. Donc c'est ce que j'ai fait avec le premier bouquin.
puis je fais un autre setting, quoi, une autre situation de départ où je me dis, voilà, partons de là et puis voyons où ça va. Et puis donc j'avance dans la narration et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, moi quand j'écris, je sais pas où forcément la fin. Enfin, non, en fait, pour les deux suivants, c'est différent. Mais pour ce premier roman, je savais pas où Celui-ci. j'allais. Ouais. Et donc, à un moment, tout s'assemble et je comprends que la nouvelle va venir fermer en fait le roman. Donc la nouvelle, elle est dans le roman à la fin, un peu modifiée, mais elle y est. Donc voilà, le processus d'écriture, c'était vraiment ça. Mhm. Et puis, et le thème, alors peut-être, c'est donc dans Eternity Incorporated, les humains sont réfugiés après ce fameux virus là dans des bulles. Donc ils sont dans une ville bulle qui les protège du virus qui a continué à se propager Des bulles de survie. à Ouais, c'est ça. l'extérieur. Ouais, c'est vraiment une ville bulle, quoi. Mm. Et d'ailleurs, le titre original dans ma tête, c'était Notre bulle, mais l'éditeur a trouvé que c'était pas bien, donc on est parti sur autre chose. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat aussi. Ouais, sur justement à ce sujet, je vais revenir. Ouais, alors je vais revenir un petit peu sur le chat. Merci pour les follow successifs là qui sont en train d'arriver. Est-ce qu'on peut pas répondre quand même on fait une micro digression sur justement la question de Soulshine là. Bonjour tout le monde. Est-ce que justement au CNRS il y a beaucoup d'opportunités d'avoir des expériences transdisciplinaires ou est-ce qu'on est plutôt en communauté? Question maladroite, mais moi je la trouve pas maladroite parce qu'on parlait tout à l'heure justement d'ingéniosité, tu vois, de marginalité ou de pensée créative en fait, même dans le milieu scientifique. Et je pense que la question sous-tend ça aussi. Est-ce que vous êtes tous entre physiciens des particules ou est-ce que des petits... voilà, des petits, je sais pas, d'autres types de chercheurs peuvent entrer en interaction avec vous au moment de vos expériences. Ouais. Donc, alors moi, je suis un très grand fervent de la transdisciplinarité. Moi, je dis même des fois omnidisciplinarité. À un moment, on peut attaquer des sujets avec toutes les disciplines, vraiment. Et donc pour moi, on n'en fait jamais assez. Mais cela dit, si je fais un pas en arrière, le CNRS fait plutôt pas mal de choses, hein. D'abord, c'est un des rares instituts dans le monde, il y en a d'autres, hein, mais dans lequel il y a toutes les sciences en fait. Dès le début, hein, des sciences humaines et sociales jusqu'aux sciences les plus dures, les maths, il y a 40 sections, 41 sections, plus les sections justement interdisciplinaires. Et donc c'est un endroit dans lequel on peut faire de l'interdisciplinarité par construction. On est tous salariés par la même entité et donc on peut travailler ensemble directement. Et il y a plusieurs initiatives. Il y a des sections interdisciplinaires, c'est-à-dire qu'on sait bien que recruter un profil interdisciplinaire, c'est compliqué. Si on est à cheval entre deux communautés, c'est pas forcément simple d'être recruté parce qu'il y a des gens qui sont complètement dans les communautés qui sont en compétition. Et donc le CNRS s'est doté de cet instrument qui est une section interdisciplinaire qui a vocation justement à faire émerger des nouvelles disciplines à la frontière des disciplines. Ça existe, c'est super bien. Il y a pas mal d'initiatives. Là, par exemple, donc plus côté jeux vidéo, on lance ça s'appelle un PEPR qui s'appelle ICAR. Donc c'est un espèce de grand rassemblement de tous les gens qui travaillent en lien avec les industries créatives et culturelles. Et donc ça, pareil, hein, ça fait venir beaucoup de gens des arts, des sciences humaines et sociales, et puis beaucoup de gens de l'informatique, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'arts, beaucoup d'industries qui sont en fait numériques, et potentiellement d'autres gens. Moi, je viens d'une discipline qui n'a rien à voir, la physique. Donc non, honnêtement, c'est pas mal. J'aurais tendance à dire que le CNRS manque plutôt de moyens en ce moment, hein. On est plutôt en France dans un schéma dans lequel la recherche n'est pas fortement soutenue. Elle est soutenue, mais pas fortement, je dirais. Même la recherche scientifique. Ah bah oui, est-ce que ça dépend des sections? En fait, comment ça se passe? C'est pas une question piège, mais moi j'ai toujours eu l'impression quand je faisais de la recherche que c'était les scientifiques qui avaient l'argent et pas nous. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça se passe? Les enveloppes, elles sont génériques ou c'est des enveloppes qui sont en fonction des sections aussi? C'est en fonction des projets que vous proposez? Non, il y a des variations. Il y a des variations entre disciplines. Il y a des disciplines qui sont plus ou moins soutenues à des moments donnés dans l'histoire, mais non, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le global, hein. La France consacre une partie de son PIB qui est en dessous de ce que l'Europe voudrait, c'est 3%, je crois. Donc on est en dessous de 3%, à des moments où la Corée met beaucoup, beaucoup plus, l'Allemagne plus, et tout ça. Donc en France, on est plutôt en train de rogner petit à petit notre système de recherche.
public en Ok. tout cas. Je suis pas très Il y fort avait une là-dessus. autre Mais question. cela dit, ouais, donc Ouais, pardon. cela dit, à l'intérieur de cette enveloppe qui diminue, je trouve Mm. que les actions interdisciplinaires, transdisciplinaires, omnidisciplinaires sont plutôt possibles, quoi. Question de la Familia qui dit sans divulgacher, y a-t-il de la romance entre pangolin et chauve-souris dans ces pages qui paraissent passionnantes? Alors, il y a de la romance, hein, mais tu l'as fait, je trouve, de manière. Alors après, j'ai pas fini Resilient Thinking, hein, comme je t'ai dit, j'ai l'impression que c'est un peu plus chaud, tu vois? Non, pas forcément dans Resilient Thinking. Le plus chaud, c'est le premier, c'est celui que t'as pas lu. Ah merde. Bon bah voilà, je le gardais pour la fin. Ok, oui, c'est la chaleur de la bulle de survie, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais pas entre pangolin et chauve-souris, non. Genre je sais pas si tu t'es déjà arrivé là, dans Resilient Thinking, j'ai une espèce de romance, alors vous verrez, hein, mais entre une intelligence artificielle et une conscience artificielle, qui sont deux choses différentes dans mon hypothèse, que je pensais pas du tout écrire au tout début de cette aventure-là, mais finalement, ouais, je me suis aventuré là-dedans. Ouais, il y a de la romance. Ouais. Il y a de la romance, oui, tout à fait. Germain Il y a de me la dit... romance quand les personnages en ont besoin, en fait. C'est-à-dire que dans le deuxième, là, Thinking Eternity, qui a un... ouais. Donc dans Thinking Eternity, qui est un... Donc revenons 2 secondes à Eternity Incorporated. Donc vous avez compris, bulle de survie, les gens administrés par un ordinateur qui s'arrête au début. Et donc on suit le parcours de 3 personnages qui s'emparent de cette liberté. Et donc moi, le thème principal de mon premier bouquin, c'est ça en fait. C'est qu'est-ce qu'on ferait de notre liberté si on nous la donnait violemment en cas de crise profonde. C'est-à-dire, quelque part, qu'est-ce que vous avez fait pendant le Covid chez vous? Ça fait partie d'une réponse à la question. C'est-à-dire, on change les codes. Donc krach boursier énorme, les situations changent complètement. Donc on a une liberté d'action nouvelle qui est générée par une crise. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc les 3 personnages font des trucs très différents. Donc il y en a un justement qui fait des trucs assez chauds. Donc voilà. Et le deuxième roman, Thinking Eternity, j'ai voulu raconter comment on partait d'aujourd'hui et pour arriver jusqu'à la crise apocalyptique qui était posée déjà dans le premier. Donc c'est assez différent. Et donc là, je tends le récit énormément. Et puis mes personnages, honnêtement, ils ont autre chose à faire que de la romance, quoi. Parce que le récit est très tendu. Donc là, mes personnages, ils font sûrement des trucs, mais c'est pas ce qui est important. Ils ont sûrement des histoires d'amour et tout ça, mais c'est pas ce qui est important pour ce destin qui leur est consacré. Donc là, j'en parle pas de la partie romance. Alors que dans le premier, dans le troisième, j'en parle parce que c'est constitutif vraiment des décisions que prennent mes personnages et tout ça. Et que ça participe aussi, comme je le disais tout à l'heure, du noyau central qui est la survie de l'espèce. C'est ça, exactement. Voilà. Et donc, on se rend compte de manière assez paradoxale que ce qui permet la survie de l'espèce, en tout cas dans tes bouquins, c'est pas nécessairement la reproduction, quoi. Voilà. J'ai des questions. Germain qui me dit: je vois des titres en anglais, est-ce que le reste est en français? Oui. Alors justement, tu parlais de ton éditeur tout à l'heure qui avait peut-être... voilà, donc ton premier s'appelle Eternity Incorporated, le choix des titres en anglais. Alors après, tu vois, on n'est pas obligé de polémiquer à ce sujet, mais c'est aussi parce que le fameux parce que le consortium que tu as créé, dont on parlait tout à l'heure, s'appelle Eternity Incorporated, et parce que on a alors Germain tourne vraiment autour de cette question, il a vraiment envie de poser ça, parce que en fait Raphaël crée au sein de ses ouvrages une sorte de communauté de pensée, mais pas nécessairement de penseurs, qui s'appelle le thinking, voilà, et qui en fait est à la fois, j'ai envie de dire, qui se veut, même si c'est très compliqué dans Thinking Eternity, amputé de toute tête, c'est-à-dire de tout chef. Donc on est dans une sorte d'idéal de communauté de pensée sans hiérarchie en fait, hein, une espèce de truc, j'ai presque envie de dire communiste, tu vois, une espèce de pensée comme ça, de groupe de pensée qui se manifeste, et ce qui va venir justement échapper au personnage principal, c'est que lui voudrait que tout soit homogène, linéaire, et que cette pensée soit échangée par tous, mais il finit par devenir finalement le messie, hein, c'est ça, de la science fondamentale et de cette sorte de pédagogie qu'il souhaite, pédagogie, de vulgarisation aussi de la science qu'il souhaite faire passer à tout le monde. Est-ce que je me trompe ou pas, ou est-ce que tu veux compléter ça? Et comme ça s'appelle le thinking. Ouais. Comme tu as dit Messi et que tout le monde fait des blagues, j'ai envie de dire mais non.
Mais ouais, non, non, c'est très bien résumé, ouais. Et donc le deuxième, ouais, mon personnage principal, qui est scientifique au départ, il se retrouve déraciné. Et j'avais envie c'est une vieille idée qui me traînait dans la tête depuis. J'ai pas mal voyagé, donc j'ai eu la chance de pas mal voyager, soit pour le boulot, soit pour le plaisir. Et donc, justement, l'idée de départ du thinking, ça m'est venu au fin fond de l'Afrique, où je me suis dit, mais putain, mais comment la science pourrait arriver ici, quoi? C'est-à-dire le récit du Big Bang, le récit du darwinisme, tout ça pourrait arriver ici. Donc, c'est ce qui se passe dans le bouquin. Et donc, ce scientifique, là, il est déraciné au début. Il est meurtri profondément. Il est victime d'une série d'attentats. Et il se retrouve justement en Afrique. Et puis, il commence à raconter le Big Bang et tout ça, et ça cartonne en fait contre toute attente. Les gens adorent le récit. Alors lui, c'est un peu le héros malgré lui. Lui tout seul, il irait pas loin, mais il y a des tas de gens derrière lui qui y croient à mort et qui l'instrumentalisent un petit peu et qui font monter ce mouvement qui est le thinking. Vous avez entendu dans l'extrait que j'ai lu, il y a plusieurs termes. Il y a thinkers, c'est les gens qui y croient. Il y a Think City, c'est le réseau social qu'ils utilisent. Il y a les Think Up, c'est des initiatives un peu mode start-up. Les initiatives qu'ils font pour essayer de vérifier des faits, du fact-checking, des choses comme ça. Donc il y a plein d'instruments comme ça. Et pour revenir à l'anglais, oui, je n'avais pas du tout prévu d'écrire 3 romans au début, donc c'est venu petit à petit. Donc le premier, je vous avais dit, Notre Bulle, on l'a appelé Think Eternity Incorporated, comme le nom de la société. Et puis après, pour le deuxième, on était un petit peu coincé, mine de rien. C'était le premier le titre en anglais. On s'est dit, on va continuer. Et puis le thinking, justement, pendant très longtemps, je ne savais pas comment il s'appellerait. J'ai écrit une grande partie du bouquin avec, je pense que c'était scientisme ou un truc comme ça. Je savais que ça n'allait pas tenir la route jusqu'au bout. Mais j'ai écrit une grande partie comme ça. Puis à un moment, j'ai réfléchi, mais comment je vais appeler ce mouvement ? Et dans le monde actuel, le nom du mouvement, il est forcément en anglais, quoi. Il n'y a pas de doute, quoi. Et donc, il y a plein de termes internationaux comme ça qui sont entrés dans le truc. Donc, ça a continué la logique d'avoir des titres en anglais. Si c'était à refaire, je ne le referais pas forcément d'avoir des titres en anglais parce que ça perturbe un peu. Les gens se posent souvent la question de est-ce que c'est traduit ou pas. Mais c'est pas grave. Ok, je souhaite la bienvenue à Bobinette Chera qui vient de follow. Je souhaite la bienvenue aussi à CZ qui vient d'arriver. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Bobinette Chera dit la mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires qui fait des appels à projets interdisciplinaires pour compléter ce que tu disais tout à l'heure sur le CNRS. CZ dit bonjour, merci pour l'échange et 4 avec Monsieur Granier de Cassagnac. Qu'est-ce que je veux dire ? Nous avons donc Sochane qui dit merci pour la réponse tout à l'heure sur les projets interdisciplinaires. Un follow de Bobinette Chérin, merci beaucoup. Amgui, etc. Et Germain qui dit n'étant pas trop lecteur, si je croise ces ouvrages dans une librairie, je me pose cette question et c'est en anglais. En tout cas, je pense, Germain, que nous avons répondu à ta question. Ouais. On t'en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais moi, ma passion, ma thèse portait là-dessus. D'ailleurs, c'était sur la création, sur tout ce qu'on appelle l'avant-texte. Voilà. Donc moi, j'ai travaillé sur tout ce qui, en fait, précède ça. Tu vois, c'est-à-dire l'établissement en fait éditorial, enfin la mise en texte et ensuite la mise en édition. Donc je suis forcément très intéressée toujours quand j'ai mes écrivains, j'utilise le possessif avec moi parce que je pose la question souvent de la source. Tu en as parlé tout à l'heure, ta source première ça a été l'actualité, très simplement, à tel point que Germain pose aussi la question des recherches que tu as pu faire sur l'épidémiologie, etc. pour H1N1 dont on parlait tout à l'heure et pour peut-être aussi cette sorte de grosse attaque terroriste là qui en fait ouvre le bouquin, le deuxième qui s'appelle Thinking Eternity. À quelle source on s'abreuve pour faire une trilogie. Alors, je vous avais compris, le chat, que je suis une lectrice conquise de ces romans, mais à quelle source on s'abreuve pour faire un ouvrage aussi complet et aussi
fin, j'ai envie de dire, en termes justement de croisement narratif. Alors, je parle pas du dynamisme narratif qu'il y a, parce que ça, je l'ai pas évoqué, mais on n'aura pas le temps, il est déjà 11 h, hein, sur le fait que tu alternes les points de vue, que c'est une sorte de roman monde aussi, hein, parce que tous tes personnages ont des origines sociales différentes, des capitaux, ça se dit pas, socio-culturels différents, viennent de pays différents. Moi, je trouve qu'on est dans un roman monde, très clairement, Mhm. et que cette variation de point de vue perpétuelle, elle donne un dynamisme totalement fou à la narration, ça c'est génial. Mais au-delà de ça, au-delà de ce dynamisme narratif, il y a aussi la profondeur, hein. Tu vois ce que je veux dire, des thématiques qui sont abordées, etc. Donc à quoi on s'abreuve pour produire en fait un ouvrage aussi, je trouve pas le terme, aussi riche. Voilà. Complet, quoi. Il y a un truc. Ouais, c'est ça. Alors là, il faut distinguer un peu les 3 romans en fait. Là, sur Thinking Eternity, tu l'as dit, c'est vachement l'actu. Mm. Et puis, alors, en fait, moi, les premières histoires que j'ai racontées, c'est dans des jeux de rôle en fait. Je suis rôliste depuis tout petit, Mm. meneur de jeu depuis tout petit, et donc le souci d'avoir un monde un peu complet derrière l'histoire qu'on raconte, je l'ai depuis toujours en fait, comme ça. Et donc, par exemple, sur Thinking Eternity, je me pose souvent la question de ce qu'il y a dans le fond, en fait. Mais ok, mes personnages, ils ont des histoires, il y a une trame narrative et tout ça, Mm. mais mettre des tout petits détails qui font que le monde prend forme tout autour, ça c'est hyper important pour moi. Donc ça, je fais super attention à ça. Alors, il y a puisque celui-là, il se passait en gros à notre époque, il y a pas mal de choses qui viennent de l'actu. Et puis des petites idées. Je vous donne un exemple. Alors, l'autre chose aussi que j'aime pas faire, contrairement à l'auteur de SF, j'aime pas décrire. J'aime pas faire des grandes descriptions d'un vaisseau spatial ou d'une machine, d'un robot, d'un truc comme ça. Donc, c'est aussi pour ça que je me mets dans le point de vue du personnage, qui lui, il sait très bien ce que c'est. Donc, il va pas. La plupart sont écrits à la première personne, en fait. Donc, lui, il va pas décrire le truc. Il sait ce que c'est. Et donc, trouver plein d'artifices pour en un mot que le lecteur il se fasse son idée de choses. Je donne un exemple. Par exemple, j'étais assez content. À un moment, il y a une high table, I, grand T, A, B, L, E. Je pense que voilà, ça n'existe pas, mais je vous dis ça, vous avez tous une vision qui n'est pas forcément la même entre vous, hein, mais de ce que c'est, quoi. Et donc, utiliser comme ça plein de petits artifices pour enrichir le monde, c'est un seul mot. Un seul mot, et tout de suite, ça ouvre en fait plein d'images dans l'esprit des lecteurs. Donc ça, il y en a plein. Il y en a un autre que j'ai cité là, Googland par exemple. Donc voilà, Googland. Alors il se trouve, je développe pas mal cette hypothèse-là, et puis dans plein de nouvelles, je développe l'hypothèse qu'un jour, les GAFAM et autres très grandes entreprises auront peut-être des pays. Et donc voilà, mais quand on dit Googland, il n'y a pas besoin de grand-chose pour que le lecteur se fasse... Oui, que l'imaginaire soit activé, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est la quête de tous ces petits trucs-là dans l'actualité, pour ce bouquin-là, dans l'actualité, des tendances, quoi. C'est de dire signaux faibles, tendances, tout ça, de se dire « Ah, bah ça, c'est marrant, ça doit parler aux gens. » Donc, important. Est-ce que ça parle aux gens? Parce que avec une très grande économie, je vais pouvoir mettre des images. Et donc, actualité. Ok. Merci et bonjour Rêve d'espace d'arriver, merci bien d'arriver et d'assister à cette causerie avec Raphaël. Est-ce que dans ces supports d'inspiration, dans ces sources d'inspiration, il y a de la littérature ou du cinéma aussi, tu vois, ou est-ce que alors c'est ça qui m'intéresse aussi. Et donc bah justement, alors encore plus pour les 2 autres bouquins qui sont moins dans l'actu. Moi, j'ai beaucoup lu quand j'étais beaucoup de SF quand j'étais même adolescent, donc il y a très très longtemps. J'en lis pas beaucoup maintenant parce que j'aime pas être influencé. En fait. J'essaye directement influencé. J'ai l'impression que si je lis des bouquins de SF, je vais réécrire les mêmes bouquins de SF, quoi. Par contre, je lis plein d'autres choses. Welbeck tout à l'heure. Je suis obligé d'en citer une autre. Despentes, elle a fait ça aussi. Virginie Despentes, elle a fait le même truc à la fin de Vernon Subutex, à toute fin de la trilogie. Il y a pareil, un chapitre barré Elle invente un futur incroyable. Donc plutôt dans la littérature générale, mais cinéma énormément en fait, et à mon insu. C'est-à-dire que dans le premier, là, Thinking donc surtout dans Eternity Incorporated, très tard, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de l'Armée des Douze Singes dedans.
Voilà, un film qui m'a vachement marqué, je pense, et des images qui transparaissent. Bah, déjà l'histoire du virus, hein, elle est aussi Bien dans la sûr, lignée du ouais. singe, mais donc pas mal le cinéma. Alors anecdote, donc je suis allé voir Starmania le week-end dernier et contre toute attente, et je l'avais vu, quand j'étais ado, et j'avais zappé complètement, mais les noms des personnages, c'est un 0 janvier, ce genre de nom, c'est des consonances, qui en fait sont rentrées quelque part, et je pense que dans mon premier roman, vous verrez, les personnages, ils s'appellent vachement comme ça, et peut-être que ça vient de là, peut-être que ça vient pas de là, mais genre, j'ai l'impression que sans doute que oui, quoi. Et donc ouais, pas mal d'influences, plutôt cinéma, clairement. Plutôt cinéma. OK. Plutôt OK, OK. cinéma, ouais. Et puis même dans la forme d'écriture, enfin tu l'as un peu dit sur alors ça se fait beaucoup en littérature aussi maintenant, La mais le côté, variation des points de vue? Mmh. variation de point de vue, ouais, et Mmh. cliffhanger, quoi. Chaque Bien sûr. chapitre, Ouais. l'idée c'est qu'à la fin de chaque chapitre, je suspends mon lecteur, et Mmh, puis il mmh, faut qu'il attende de revenir au point de vue du personnage mmh, mmh. pour en savoir plus. Ça, c'est de l'écriture, alors cinématographique, oui, mais transcendée par les séries, où ça ne fonctionne quasiment que comme ça, en fait, dans Mmh, les séries. C'est mmh, juste mmh. de la variation de point de vue avec, à chaque fois, on se tient en Ouais, haleine, et c'est puis à la ça. fin de Ouais, l'épisode, on ouais. se tient en haleine Ouais, pour ouais. l'épisode d'après, puis à la Ouais, fin de ouais, la ouais, ouais. saison, on se tient Mmh. en haleine pour la saison d'après. Et en fait, là, du coup, si je puis me permettre d'ajouter quelque chose, en fait, cette logique, hein, tu parles de cliffhanger, tu parles de séries télévisées, etc. Mais ça, c'est caractéristique du roman feuilleton au 19e Ouais, siècle. Hein, c'est-à-dire de tous ces... Alors, je pense à Balzac, hein, c'est pas, ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On est dimanche matin à 11h, je pense à Balzac. Mais parce que pour que ton lecteur dans la presse quotidienne du 19e siècle rachète le journal et puis évidemment continue à lire ton texte, on est dans une logique de roman feuilleton aussi. Hein, ouais, voilà. Alors bien sûr, enfin, je veux dire, la formulation roman feuilleton fait pas trop rêver, mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que tu t'arrêtes au moment où il faudrait que le lecteur ait une réponse, en fait. Hein, voilà. Et ouais. en effet, ton texte fonctionne pas mal comme ça. Ok pour les sources. Et puis, maintenant, donc, alors, en ce qui concerne, j'ai envie de dire, le laboratoire de l'écriture, tu Mmh mh. nous en as déjà parlé pas mal. Tu nous as dit qu'il y avait quand même cette nouvelle qui est un peu je sais pas, le ourtexte ou le proto-texte qui va amener à la trilogie. Comment tu écris? Parce que tu as dit, bah, le premier, en fait, il s'est avéré que je savais pas finalement où j'allais. Et puis les choses se sont agencées finalement au cours de l'écriture de telle ou telle manière. Et puis donc, tu as écrit différemment visiblement les deux autres. Comment ça se passe? Ton support d'écriture, c'est quoi? Tes idées, c'est quoi? Est-ce que tu utilises des carnets? Est-ce que tu es exclusivement dans le support numérique? Comment t'écris en fait? Voilà. Si Ouais, j'arrive dans ton laboratoire d'écriture, là, comment ça se passe? ça a pas mal évolué, en fait. J'ai commencé par la dernière partie de ta question là. Le premier, je l'ai beaucoup écrit à la main, en fait, parce que j'ai pas mal écrit en vacances, et puis en vacances plutôt routard, dans des endroits loin. J'emmenais pas d'ordi, quoi, Mmh. et donc j'avais des carnets, et donc le premier, je l'ai vachement écrit comme ça, et souvent d'ailleurs des chapitres, à l'endroit où il se passe. Ah non, ça c'est pour le deuxième, pardon. Et Tu les as donc gardés, j'ai ces carnets? Ça, c'est une ouais, ouais, question ouais, très, ouais. très intéressée. Ouais, c'est Ah, vrai? OK. je les ai montrés à des collégiens il y a pas longtemps, là. Je Ah, les ai trop ressortis. bien. OK, bon. J'aurais dû vous les amener, je les ai. Ah ouais, complètement. OK, Et on ouais, on mais tout à la refera une main, émission. tout OK. à la main, et puis avec la terreur de perdre aussi, parce que dans le monde moderne, Bien sûr, ouais, tout à fait. je faisais des Des photocopies, Ouais, bah, ouais, bien j'avais sûr. 2 versions, dans 2 Ouais, sacs ouais. différents, Ouais, ouais, bien sûr. et Mmh. tout ça, quoi. Donc ça a vachement démarré comme ça, et donc bah, j'écris beaucoup en vacances parce que, bah, vous avez compris, j'ai un autre Mmh. métier, et donc j'ai pas beaucoup de temps, en vacances le soir ou des choses comme ça. En ce moment, j'écris pas beaucoup. Hem J'écris dans les cafés. Il y a Mmh. les écrivains ont vraiment des protocoles hyper différents les uns des autres. Il y en a qui sont incapables d'écrire dans le calme. Moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, j'adore m'immerger dans un lieu, puis écrire, et puis me laisser imprégner par peut-être des choses qui se passent et tout ça. L'atmosphère, ouais, bien sûr. Mmh mh. Ouais, ouais. Heu et puis donc maintenant full numérique, ouais, Mmh. j'ai plus beaucoup recours, au carnet, y compris pour la prise de notes. Je pense que le troisième, je pense l'avoir très essentiellement écrit, directement en numérique. Et OK. puis, petit à petit, ouais, alors le 1er, je vous ai dit, je savais aucune idée que j'allais être publié. Le premier, j'avais publié des nouvelles, ouais, mais publier un roman, c'est quand même, tu aucune garantie quand tu démarres que ça va marcher.
Et donc, j'avais écrit au jour le jour. Donc, je pose ma situation de départ. J'ai mes 3 personnages. J'imagine en gros mes personnages. Et puis, je vois comment il réagit à ma situation de départ. Je les laisse évoluer un peu, quoi. Donc, j'imagine chapitre après chapitre ce qui se passe. Et puis, au bout d'un moment, tout s'assemble et puis ça avance. Le deuxième, c'était très différent parce que comme je voulais raconter comment on arrive à l'hypothèse apocalyptique, donc je connaissais la fin depuis le début, en fait. Même si je ne savais pas encore les détails, hein, bien sûr. Et puis, j'avais pas trop envie de l'écrire s'il n'était pas publié. Donc, lui, j'ai fait un synopsis complet, assez détaillé, que j'ai envoyé à mon éditeur, qui m'a dit go à ce moment-là. Et puis, pour le troisième, retour à de l'écriture plus organique, quoi, vraiment pas trop savoir où ça va. Avec. Alors, peut-être je peux parler de ça. Ouais, dans le troisième, il y a un truc, je ne sais pas si tu l'as déjà ressenti. Vous avez peut-être perçu, hein, il y a des attentats, l'apocalypse, tout ça, donc on est hyper sombre dans mes 2 premiers romans. Et puis on se retrouve dans des tables rondes avec des modérateurs qui vous disent que vous avez le record du nombre de morts dans le bouquin, des trucs comme ça. Et puis à s'interroger sur la dystopie, c'est-à-dire aujourd'hui les lecteurs adorent la dystopie, pas que les lecteurs, dans plein de médias, tout ça. Et puis je pense que parce qu'on vit dans un monde assez anxiogène. Et donc, on aime ça. C'est aussi facile à écrire, hein, parce que les rebonds sont plus simples à écrire. Et donc, pour le troisième, je me suis dit, mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'être tout le temps négatif. Il faut donner de l'espoir. Je dis aussi souvent, hein, la crise climatique, tout le monde commence à avoir conscience qu'on y va. Mais si on n'a qu'un discours catastrophique par rapport à ce truc-là, on ne va pas s'en sortir non plus, quoi. Il faut donner de l'espoir. Et donc, le troisième roman, c'est ça le point clé absolu. L'absolue nécessité pour moi d'écrire un récit qui soit pas dystopique, quoi. Alors, après avoir décimé une grosse partie de la population, c'est facile. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, je trouve que Resilient Thinking, donc que je te l'ai dit hier, hein, je l'ai pas fini encore, quasi. Moi, je le trouve très beau. Et je reviens sur le terme de poésie et je le trouve très touchant parce que là, en fait, on a des bulles d'humanité qui ont survécu et qui se retrouvent, en fait. Hein, voilà, des générations et des générations après. Et donc, il y a quelque chose qui... ils ont survécu de manière fort diverse. Et le fait de se rencontrer dans un univers qui... Alors moi, je trouve ça m'a fait penser à Mad Max un peu. Alors, je me trompe peut-être, hein, dans Resilient Thinking. Mais enfin, je sais pas, c'est le côté désertique, peut-être, tu vois. Ouais. C'est l'univers dans lequel tu as ancré ça. Mais bon, voilà, et je l'ai trouvé très touchant pour ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on a survécu et qu'on pense qu'on est seul et qu'en fait, on ne l'est pas. Tu vois, et ils redécouvrent en fait leur humanité, ils redécouvrent les leviers qui, à la fois techniques et psychologiques qu'ils ont utilisés pour résister, tu vois, et pour survivre. Et je trouve que je trouve ça très touchant. On a plein de questions. Peut-être que la question d'Isabelle de Rêve d'espace, on la posera tout à l'heure parce qu'elle elle va venir compléter en fait ce que tu disais tout à l'heure sur les supports et l'ordonnancement en fait de l'écriture. Germain dit du coup la vraie pandémie de 2020, ça a été vécu comment ? Plus d'écriture, moins d'écriture, des primes d'avoir été un peu prophétique. Est-ce que ça a eu un impact ? Est-ce que tu t'es dit, oh putain, j'ai tout. Voilà, en fait, c'est moi le Messie, c'est pas Adrien Eckart. Mais non. Non, pas du tout de Messi. Bon, je l'ai vécu comme tout le monde, c'était pas simple. Hein. Mais sur le fait de l'avoir anticipé, je pense que c'est ça la question de Germain. Qu'est-ce que ça fait quand on se dit... Ouais. Je l'ai pas vraiment anticipé, encore une fois, c'était... mon épidémie, elle est bien plus balèze. Alors c'est vrai, je confirme. Non, mais j'y ai pensé. Alors, il y a ouais, je divulgage un peu, c'est pas trop grave. Mais il y a une anecdote qui m'a embêté, en fait. C'est que dans mon histoire, vous l'avez peut-être senti avec l'extrait qu'on a lu, là, la grippe, là, en fait, c'est une petite grippe, en fait, en vrai. Elle n'est pas létale. Et ce qui se passe, c'est que des gens très mal intentionnés fabriquent un vaccin dans lequel il y a la maladie. La vraie maladie, elle est dans le vaccin, en fait. Et donc, tout le monde s'injecte le vaccin et c'est là que la pandémie mondiale absolue. Et donc là, j'étais bien emmerdé parce que je ne suis pas du tout anti-vax, du tout. Je suis même plutôt pro-vax, et même complètement. Et donc, j'étais bien emmerdé d'avoir écrit un truc en 2014 qui pouvait être réinterprété en 2020 de façon négative. Et le troisième bouquin, il sortait à ce moment-là, en fait. Il est sorti en 2020, je crois. Et donc j'étais emmerdé
cause de ça. Et donc en fait, il reste une ou deux phrases dans Resident Thinking où cet épisode lié, j'allais pas l'enlever parce que c'était déjà publié dans d'avant. Mais j'étais un peu discret là-dessus parce que voilà. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que c'était embêtant. Et puis non, mais encore une fois, ces maladies récurrentes, c'est pas nouveau. Celle-là, elle était puissante. Donc toute l'instrumentalisation qui a pu en être faite par plein de gens, elle était assez prévisible en fait. Alors tout dépendait du fait qu'on ait un vaccin ou pas, mais tout était déjà dans le coin, quoi. Ça, c'est assez clair. Alors, je me considère pas du tout comme un prophète. Astaro nous dit, je ne sais pas si vous avez répondu à la question, j'aimerais savoir si l'envie d'écrire était ancrée en vous depuis longtemps ou si vous avez été frappé par l'inspiration divine. Alors, on rentre dans cette fameuse question de la création est-elle le fruit du travail ou la création est-elle le fruit de l'inspiration pure et dure? Ouais, pour moi, c'est Je pense que tu as un peu répondu. Ouais, c'est un peu ni l'un ni l'autre. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est j'écris pas depuis tout petit comme certains, et chaque auteur a son parcours et ils sont tous respectables. Donc moi, j'écris pas du tout depuis que je suis tout petit. Par contre, je raconte des histoires, je vous l'ai dit, dans des jeux de rôle depuis tout petit. Et puis, je me pensais pas particulièrement bon en français, en langue quoi, dans la partie vraiment littéraire du travail. Et puis j'écrivais, j'étais on était en train de concevoir un jeu de rôle avec un écrivain qui s'appelle Mathieu Gabory. Oh, c'est pas vrai! Si. Fan. Bon, pardon, ok, bon, on en reparlera. Super. Ok. Ah ouais, bah oui. Oh là Ouais, là. donc c'est un des c'était premiers auteurs de SF que j'ai lu. C'est fou. Enfin, pardon. Cool. Ok, bon, bref, oui, pardon. On se connaît bien avec Mathieu. Ok. Et donc lui, c'était le début. Il publiait ses romans. C'était un moment où en France, il y avait quelques auteurs jeunes de fantasy qui explosaient, quoi. Pierre Grimbert, Fabrice Collin, Mathieu Gabory, et quelques autres. Et on travaillait ensemble sur un jeu de rôle. Et puis je pars en vacances et je devais écrire décrire une région du monde. Je me dis, décrire une région, c'est chiant. Je vais la décrire, mais je vais raconter une histoire autour. Donc je fais ça, je le donne aux gens avec qui je travaille, dont Mathieu. Et là, Mathieu, il me dit, mais t'écris bien en fait. Et je le savais pas. Je savais pas du tout. Je racontais des histoires, la partie jeu de rôle, je l'avais, mais le fait j'avais aucune mesure du la fait qualité, que potentiellement ce que je lisais, ça pouvait intéresser des gens et être lu et apprécié et émouvoir des gens et tout ça. Et donc ça a démarré comme ça. Donc je sais pas si c'est divin ou pas divin, mais ça a démarré comme ça vraiment. Et là je me suis dit, c'est cool. Et j'ai commencé à répondre à des appels à nouvelles, et de premières ont marché, et voilà, ça a démarré comme ça, quoi. Et c'était pas... ce qui est organique chez moi, c'est raconter des histoires, c'est pas écrire en fait. Ce qui vient de loin, c'est ça. Question aussi du CZ. Quel sas avez-vous ou pas entre vos travaux de recherche et vos travaux d'écriture, la bascule entre réel et imaginaire? Alors assez peu en fait, parce que à la fin c'est la même personne qui est derrière, donc il y a forcément des liens. Mais je mets pas dans mes bouquins de sciences dures, plutôt des sciences molles, beaucoup. Il n'y a pas de physique des particules dans mes bouquins. Je pense que dans un chapitre j'ai mis une anecdote à un truc, mais c'est vraiment pas le truc. Et je pense que j'ai déjà discuté avec d'autres auteurs scientifiques et ils font on est beaucoup à faire ça. Je pense que j'aurais trop de limites si je voulais mettre de la physique des particules dans un bouquin. J'aurais trop de limites parce que je connais vraiment bien les limites de la science. J'oserais pas aller plus loin. Donc j'en mets pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la sociologie de la recherche, comment on fait la recherche, l'organisation de la recherche, ça a vachement imprégné mon travail, c'est clair. Dans Thinking Eternity, il y a une soutenance de thèse, il y a des congrès, il y a des choses comme ça. Tout ça, c'est des situations que je connais bien. Mais c'est plus l'aspect comment on fait la recherche que ce qui est produit vraiment par la recherche. Si on revient sur la question du laboratoire de l'écriture, Isabelle disait, est-ce que vous faites donc la prise de notes avec quoi? Donc tu l'as dit tout à l'heure, ça a commencé plutôt avec du support papier, du carnet, etc. Maintenant, nous disons que c'est quasiment essentiellement dématérialisé. Et comment vous ordonnancez ensuite? Alors là, c'est pareil.
moi j'ai travaillé justement sur l'avant-texte, hein, sur ce qu'on appelle les écrivains planificateurs, hein, c'est-à-dire que ceux qui en fait élaborent le squelette, j'ai envie de dire de l'œuvre d'abord en trouvant carrément le titre, les chapitres, etc., etc., et qui ensuite comblent en quelque sorte, et ceux qui, à l'inverse, ne sont pas des planificateurs et qui écrivent au fil de la plume jusqu'à ensuite revenir sur le texte, revenir sur cette copia, et puis qui vont enlever le gras, si j'ose dire, hein, Ouais. qui vont venir faire des coupes franches et qui vont ne garder plus que ce qui voilà, va dans le sens ou d'une intrigue prioritaire, principale ou d'une intrigue secondaire. Donc, je pense que la question d'Isabelle, c'est ça, c'est une fois que tu as ton magma de notes, en quelque sorte, comment tu classes, comment tu tries et comment tu te dis, ça je le garde pas. La question de la valeur, quoi, tu vois, comment ça se Ouais. passe? En fait, j'ai même pas vraiment de magma de notes, en fait. Moi, j'écris direct, Ouais, ok. beaucoup, en Mm, fait. mm. Et donc le pour démarrer un roman, les notes, c'est de 3 pages, en fait, de trucs. Après, il y a de la réflexion derrière, mais ce que je pose, Oui, c'est ce qu'on appelle, alors ça en littérature, on appelle ça le brouillon mental, hein, d'accord? c'est ça, C'est-à-dire qu'en fait, exactement. ce sont Il doit des y choses avoir qui ne sont pas posées sur le papier, mais qui sont en fait, c'est la première trace d'écriture, en fait, elle est intérieure. c'est Ouais, ça, on non, c'est appelle ça le complètement ça. brouillon de mental, ok. Mm. Et donc je couche sur le papier, en fait, assez peu de choses. C'est surtout des personnages, par exemple, mes 2 communautés dans Resilient Thinking, c'est 2 communautés qui se rencontrent au début et qui contrairement à Mad Max, et ta comparaison est vachement bonne, ne se foutent pas sur la gueule. Mm, C'est ça dans les romans mm, post-apo, en général, mm. les communautés se foutent sur la gueule, ce qui est débile. Si on est en post-apo, il vaut mieux s'entraider que de se foutre sur la gueule. Alors en fait, ce qui est assez drôle, Heu, je me permets de faire une petite parenthèse. Tout à l'heure, tu as dit, ouais, finalement, je m'intéressais aussi au médical, et puis c'est le sang qui peut être. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'hémoglobine, hein, non. dans tes romans. C'est très. On meurt beaucoup, il y a un nombre de morts Oui. absolument incroyable, mais par contre, on meurt propre. Bah, Tu ouais, vois, je trouve. ouais, ça doit vouloir dire C'est quelque chose, la mort effectivement. propre. Ok, bon. Et donc sur le magma Ouais. mental, là, ouais, Mm, mm, donc moi, j'écris assez direct, et en fait, je planifie après. Donc je suis plutôt dans la deuxième catégorie que tu mhm, décrivais là. mm. Et par contre, moi, je crois beaucoup dans l'émergence de, de contenus non maîtrisés. C'est-à-dire, j'ai aussi piloté des bouquins collectifs dans lesquels je laissais énormément de liberté aux auteurs, dont Mathieu Gabory. On a travaillé ensemble dans là. Arrête, Et, ce teasing là. et, et après, a posteriori, je me dis, je regarde ce qu'ils ont fait et je vois qu'il y a des choses qui émergent et on n'en a pas parlé et c'est génial en fait. Mm. Et moi j'aime beaucoup ça, hein. C'est-à-dire, par exemple, je laisse évoluer un peu mes personnages et puis je me dis putain, mais là il y a un truc bien là, et je saisis le truc et je l'organise a posteriori. Et par exemple, je suis super intégriste, tu parlais de planificateur, Mm. euh, je suis un gros intégriste de la cohérence en fait. Je déteste les coïncidences dans les séries, dans les bouquins. Mm. À part la coïncidence fondatrice qui fait qu'on est en train de regarder ici parce qu'il y a eu une coïncidence, mais après, si t'en enchaînes 4, 5 d'affilée, ça me fait décrocher complètement. Ouais. Donc j'essaye d'éviter tout ça à tout prix. Et donc j'ai des tableaux, par exemple, même si je le dis pas au lecteur, hein, moi je sais exactement à quelle heure les personnages, à quel jour on est, pour être sûr que je mets pas de bug en fait. Ouais, Soit de alors c'était ma hasard prochaine, fortuit, soit de, ouais, soit de bug. c'était ma prochaine question. Comment tu fais, parce qu'on a quand même des romans qui sont conséquents, là en termes quantitatifs, tu vois, et qui justement manœuvrent un grand nombre de personnages quand même, en tout cas pour Thinking Eternity. Ma question est donc comment tu te prémunis des illogismes, des contradictions, justement, voilà, des bugs, comme tu dis, qui pourraient intervenir dans ta narration. Est-ce que tu te relis des milliers de fois? Est-ce que tu as des bêta-lecteurs, comme on dit aujourd'hui? C'est-à-dire que, est-ce que tu fais confiance, je sais pas, à ton... souvent, c'est la femme, hein, il faut le dire, hein, c'est l'épouse qui lit le bouquin. Est-ce que c'est un proche? Est-ce qu'au contraire, non, tu fais lire chapitre après chapitre, ou est-ce qu'au contraire tu fais lire le produit fini? Enfin, comment ça se passe pour qu'à la fin tu te dises ok, ça tient la route, j'y vais? Ouais, donc sur l'aspect illogisme et tout ça, je ne Mm. compte pas sur les bêta lecteurs. Ouais. Je compte sur eux pour autre chose, Mm. mais non, non, c'est moi. Je suis intégriste vraiment de ça, quoi. Bah, c'est super balèze, hein. Ouais, J'ai ouais. des tableaux Excel où c'est les dates et je sais les personnages où ils sont. Mm. Et grâce à ça, j'espère qu'il n'y a pas de bug à la fin, quoi. Mm. Et,
et des fois, il y a des réorganisations qui se font. C'est-à-dire, il y a des chapitres, en particulier dans Resident Thinking, on a échangé des choses. Le découpage en chapitres aussi a beaucoup évolué grâce à ça, en fait. Grâce à ça. Et les bêta lecteurs, ouais, j'en ai. Alors, mon épouse, effectivement, elle lit souvent les tout premiers jets des trucs et elle a jamais lu les bouquins finis. Ok. Ah ouais, c'est vrai, ok, d'accord. Bah ouais, elle a lu quand c'était merdique, quoi, avant plein de corrections et tout. Mais je fais lire à des gens et ce qui m'intéresse, c'est l'émotion, en fait. C'est de savoir si j'ai suscité les émotions que j'avais envie de susciter, quoi. De faire naître. Ouais. Ouais, et de Moi, faire ce que naître, j'aime ouais. beaucoup, Et, c'est que t'as pas une écriture trop simple. Enfin, je vais pas dire que t'es difficile à lire, mais t'es pas dans une logique de page turner, tu vois, voilà. Et en même temps, on bouffe tes bouquins, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, mais comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être lié à la structuration en fait narrative, le fait que les chapitres soient courts, etc. Et c'est comme une série, quoi. Tu te dis putain, allez encore un chapitre. Ah bah non, il fait 2 pages et demie. Allez encore un chapitre, etc. Donc en fait, c'est assez. Il y a une narration dynamique qui provoque en fait une lecture dynamique. Il est 11h24, j'ai 2 petites questions avant de passer à la partie jeux vidéo. 2 petites questions pour finir. D'abord, quand on fait des bouquins, comme je disais tout à l'heure, aussi riches, aussi convaincants, etc., comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'adaptation cinématographique? Tu peux dire Joker, t'as le droit, t'as répondu à toutes les questions, t'as le droit de pas répondre à celle-ci. Non, bah, j'adorais, honnêtement. Et j'ai eu un embryon Ce serait de projet. incroyable. Ce serait fou, Ouais. fou. Bah, sur Thinking Eternity, j'ai eu un embryon de projet avec quelqu'un, mais on est en France. Et donc, le cinéma de SF en France, on n'y est pas, quoi. Ouais, tout à fait. On n'y est pas. Moi, j'ai plein d'idées pour faire des trucs dans cette veine-là. Je pense qu'il faut pas faire comme à Hollywood parce qu'on n'a pas les moyens. Et les gens qui ont tenté des choses comme ça, alors soit ils ont produit à Hollywood et ils s'en sont sortis effectivement, mais il y a quelques productions un peu musclées qu'on a faites en France et ça a plutôt pas bien marché. Moi, je pense qu'il faut faire, si on fait de la SF, il faut faire de la SF à la française. Et même, j'énerve énormément mes collègues écrivains de SF en leur disant que le meilleur film de SF français, c'est Les Visiteurs. Bah, le meilleur, en tout cas, en termes de public, quoi. Enfin, celui qui atteint le plus de gens, c'est Les Visiteurs. C'est-à-dire comédie française, avec une hypothèse de voyage dans le temps qui a un thème de SF hyper éculé, et voilà, quoi. Et, alors, un autre qui a moins bien marché, je trouve que c'est dommage, c'est Peut-être de Clapiche, qui est, je crois que son film qui a moins bien marché. Ouais. Ah, super. Ah, ok. Ah, bah écoute. Ah, ouais, vraiment très bien, quoi. Ok. Et voilà, et donc je pense qu'on pourrait faire des choses comme ça. Et donc, pour l'éventuelle adaptation en France de Thinking Eternity, c'était un peu les pistes qu'on explorait avec la personne avec qui je travaillais là-dessus. Alors, je glisse un autre truc. Alors, comme le cinéma en France, c'est compliqué pour des films de SF, on n'y est pas. Et puis, il y a le cloisonnement de genre au cinéma qui est hyper fort, les genres littéraires. Moi, je crois pas mal au théâtre de SF, en fait. Parce que y a pas mal de productions théâtrales qui se font. Il y a un 1984 qui a tenu 5 ou 6 saisons, je crois. Donc je pense qu'il y a des choses à faire dans ce cas. Et pareil, j'avais aussi un petit projet d'adaptation de Thinking Eternity, mais ça demande pas mal d'énergie. Et puis, pour moi, il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui pilote, en fait. Je pense que quand on adapte, il faut absolument pas que l'auteur soit trop près de l'adaptation, sinon c'est un frein, en fait. Et donc, alors c'est bien ce que tu dis, parce que j'ai fait venir un auteur de SF aussi il y a quelques temps qui s'appelle Élie Maucourant, qui lui a écrit 2 ouvrages qui s'appellent Warm Blue. Je sais pas si tu connais, je te recommande très fortement, je pense que ça peut te plaire. Et en fait, je lui posais aussi la question, c'est très très habile aussi ce qu'il a fait, et je lui posais la question, Warm Blue. Il y a tome 1, tome 2. Et en fait, je lui posais la question aussi de l'adaptation cinématographique. Donc évidemment, il était tout chose aussi en disant bah non, bah voilà, il faudrait que ce soit un truc un peu hollywoodien et puis ça demanderait de l'argent et ça demanderait des moyens, etc. Et là, en fait, son texte est en train d'être adapté en BD. Et il est super content parce que c'est un univers aussi très visuel comme le tien, hein, tu vois, très anticipateur, qui agite quand même l'imaginaire, et notamment l'imaginaire pictural, j'ai envie de dire, ou cinématographique, et ça s'adapte en BD.
tu vois. Et voilà, enfin, bon, du coup, ça me fait penser à ça. Il y a Bobinette Chéra qui dit en SF française, il y a Mars Express hein, qui vient de sortir, il me semble. Alors, moi, je suis un peu une bille en cinéma. J'avoue que je n'ai absolument pas la ref. Là, pour le coup, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais merci pour la référence, Bobinette. Petite question, dernière question sur la partie littérature. Est-ce que, tu disais tout à l'heure, j'ai plus trop de temps d'écrire, etc. Est-ce que cette trilogie met fin à ton œuvre? Ou est-ce Non, que, pas. non, voilà, ou est-ce qu'au contraire, tu as des projets en cours en ce moment dont tu pourrais peut-être nous parler un petit peu? Ouais. Non, pas à mon œuvre, mais à la trilogie, oui. Mm, C'est-à-dire que cet univers avec les transhumanismes et l'intelligence artificielle et tout mm, ça, là, j'ai un peu fait le tour. Il y a aussi 4 nouvelles qui sont dans le même univers, donc ça commence à faire beaucoup. mm. Non, non, j'ai un vieux projet de roman là que j'ai du mal à avancer, mais qui parle du cinéma, en fait. Mm. Justement, on en parlait tout à l'heure. C'est Moi, drôle. je trouve que le cinéma, c'est un média fantastique et qui a, je pense, à transformer profondément notre rapport à plein de choses. Et donc, je fais un truc un peu, une espèce d'uchronie autour des débuts du cinéma. Donc, ça démarre en 1896, en gros, et il se passe des choses avec le cinéma qui ne sont pas passées dans le vrai monde. Trop bien. Et donc, très, très différent. Vraiment, vraiment 19e siècle pour le coup. Pas steampunk, plutôt Ah réaliste. là, c'est ce que j'allais dire, steampunk, pas du tout. Ok, d'accord. Mm. Bref, quand tu t'écris dans cette époque-là et que tu as un lectorat de littérature de l'imaginaire, tout le monde a des images steampunk, je pense, c'est Ouais, ouais. difficile d'y échapper. Mais non, Mm. non, mais c'est vraiment très réaliste en fait. Ok. Avec pas mal de documentation et des trucs autour de l'exposition universelle de 1900, des choses comme ça, quoi. Ok, très bien. On y croise, Et Monsieur Gaumont, Monsieur Méliès, super. Messieurs Gaumont, Messieurs Guy. Donc on est à un stade pour l'instant préparatoire, hein. On est d'accord, tu ne Ouais, publies pas ça l'année ouais, prochaine. C'est non, pas, non, non, du non, tout, non, du tout. c'est pas prévu. Ok, très bien. Bon, bah très bien. Est-ce que le chat a des questions à poser à Raphaël sur justement sur sa trilogie, sur la science-fiction, sur la littérature de manière générale ou sur voilà la création littéraire? S'il n'y a pas de questions, on passe à la troisième et dernière partie de notre émission. Bon, écoute, on verra. Alors, pour la troisième partie de cette émission, on a décidé donc d'évoquer en particulier quelque chose qui te tient à cœur et qui est ton actualité, hein, on va dire très clairement, Ouais, voilà, aujourd'hui. Tu es donc, je l'ai dit tout à l'heure, tu as obtenu en 2019 donc une chaire d'enseignement et de recherche sur le thème sciences et jeux vidéo à l'école polytechnique. Et ton dada, si j'ose dire, c'est justement la vulgarisation scientifique par l'intermédiaire du monde vidéoludique. Ce ouais. qui va en fait nous permettre de te poser cette première question. Comment t'es venue l'idée de cette chaire? Comment vient progressivement, parce que là on voit que tu es un vrai touche-à-tout quand même, hein, très clairement, et comment ça te vient l'idée en fait d'institutionnaliser ça? Mm. Alors, quelque part, c'est la rencontre de mes deux passions qui a été la première partie et la deuxième partie de Ouais. notre entretien, là, Mm. la narration et la science, quoi. Et donc, pareil, c'est assez conjoncturel, c'est-à-dire que moi, j'ai eu une bourse de l'Europe pour faire des recherches, les recherches dont on parlait dans la première partie, là, assez conséquentes. Et à la fin de ça, je recevais des mails tous les 3 mois qui me disaient on peut vous donner un peu plus d'argent si vous arrivez à mettre sur un marché, donc à faire de l'argent, avec votre recherche. Et alors, mettre la physique des particules sur un marché, c'est pas simple, il n'y a pas de transfert technologique, à moins d'avoir Possible. développé un algorithme ou un détecteur qui peut être utilisé pour autre chose, ce qui n'était pas mon cas. Il n'y en a pas. Mais là, je me suis dit, je peux peut-être essayer de tenter de répondre à ce machin-là en essayant de faire de la vulgarisation scientifique, comme l'appel à projet demandait d'être rentable, donc de la vulgarisation scientifique rentable. Et donc j'ai répondu à ce truc-là, je ne l'ai pas eu, mais l'idée était tombée. Là, je me suis dit très très vite, j'ai répondu avec du jeu vidéo, parce que je me suis dit très vite que un média sous-employé et hyper riche pour faire de la vulgarisation, c'est le jeu vidéo. Il y a 4 raisons à ça en gros, hein. Il y a la représentation, c'est de l'image animée, et donc on peut représenter les concepts scientifiques absolument comme on veut. Mm. Très grande liberté, donc en 4D, en 4 dimensions avec le temps, quoi. C'est un média dans lequel il y a des mécaniques interactives, donc on peut s'inspirer pour les mécaniques de jeu de mécaniques scientifiques réelles. Il y a aussi plein de pédagogues qui disent qu'on apprend bien en faisant. Il y a des gens qui apprennent beaucoup mieux en faisant qu'en écoutant ou en regardant. Et donc dans le jeu vidéo, on est acteur, donc
fait les expériences, on fait des essais et des erreurs comme les scientifiques. Et puis le dernier truc, c'est que c'est le média très prosaïque, quoi, c'est le pragmatique, pardon. C'est le média qui génère le plus de revenus, en fait. Donc l'audience du jeu vidéo est énorme, en fait. C'est le média c'est plus que le cinéma, la littérature, la musique réunis, en termes de revenus, ce qui n'est pas forcément la seule mesure pertinente. Donc voilà, mettant tout ça ensemble, je me suis dit, il faut absolument faire de la vulgarisation scientifique avec le jeu vidéo, ce qui a été tenté pas mal de fois avec des jeux, pour moi, trop sérieux. Et donc le créneau que je me suis donné, c'est vraiment ça, c'est de faire des jeux fun avant tout, dans lequel on mette de la science et où les gens puissent découvrir le merveilleux scientifique, que le fait que la science est en fait merveilleux, fascinant, et piocher quelques concepts, mais pas apprendre des compétences mais vraiment exciter la curiosité. La devise que je me suis donnée en anglais, c'est Science for all, fun above all. Donc la science pour tout le monde, mais le fun avant tout, quoi. Et donc c'était le début. Et donc j'ai réussi à avoir un peu des sous à droite à gauche et à embaucher un game designer et un développeur. On a fait un proto. Et là, j'avais envie de continuer l'aventure. Et j'ai fait une rencontre magique avec quelqu'un qui est décédé depuis chez Ubisoft. Et on a discuté et on s'est dit, mais non, il faut faire des choses là-dedans. Et donc c'est comme ça qu'on a créé la chaire Sciences et Jeux Vidéo, dans lequel on utilise le jeu vidéo pour faire de la vulgarisation scientifique, mais pas que. Il y avait aussi amener des sciences dans les jeux, donc dans un jeu AAA comme Ubisoft en fait. Est-ce qu'il y a besoin d'une simulation de météo? Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a besoin de météorologistes, de gens qui connaissent la dynamique de la météo pour alimenter, voilà, tout ça. Et puis aussi donc amener des étudiants. Donc tu l'as dit au début, moi je bosse à l'école polytechnique et donc amener les étudiants qui sont les nôtres vers les industries vidéoludiques. Donc c'était tout ça le package de la chaire avec Ubisoft. Ok. Ce que je te propose, c'est qu'on se regarde le trailer que tu voulais, voilà, qu'on regarde. Alors, ce qui va se passer, c'est que paf, je vais me mettre en grand écran. Bonjour, merci d'être encore là. J'avais normalement, paf, tout prévu. Tout prévu. Alors, on va commencer par cette vidéo sur YouTube qui, en fait, alors là j'ai mes petites pubs, donc je vais attendre que les pubs se passent et puis voilà. Donc petit trailer d'un jeu qui s'appelle Reveal, hein, c'est ça, Ouais. et que tu vas nous commenter en fait en même temps. Bah, Alors j'ai peur qu'il y ait un petit différé, mais on va voir. Ah, il y aura forcément un différé, mais je te dis, c'est Ouais, la bon, ça seule devrait aller. soluce que j'ai trouvée pour qu'on Ça puisse, devrait aller. voilà, pour qu'on puisse montrer le trailer ensemble. Le reveal de Reveal, Amaury, ouais, c'est exactement, exactement ça. Donc là, en fait, je passe la vidéo, Raphaël, et tu peux, j'ai baissé un tout petit peu le son, mais je l'ai pas enlevé, hein, pour qu'on puisse avoir ta voix un petit peu en plus et que tu nous commentes ce trailer en espérant qu'il n'y ait pas d'attente. Je vois la barre de chargement là qui est un petit peu qui est bizarrement un petit peu lente. Je sais pas si on va réussir à aller au bout. Bon, on tente, hein, et puis sinon tu commenteras le temps que ça charge. Ouais. Donc Reveal, moi je l'ai pas encore à l'écran, hein, mais Reveal c'est un jeu qu'on a fait sur la physique des particules dans le cadre de la chaire. Et donc le point de départ, c'est de se dire, pour atteindre des joueurs, il faut utiliser des codes du jeu vidéo qui sont assez standards. Donc, comme vous voyez, c'est un genre pixel art. C'est un jeu de plateforme dans lequel on incarne ce petit personnage qui se balade là. Et le jeu s'appelle Reveal parce que tout le but du jeu, c'est de prendre des photos dans lesquelles on révèle l'invisible. C'est exactement ce qu'on fait en physique des particules. Même à une époque, on prenait littéralement des photos. Maintenant, c'est des photos numériques dans lesquelles on voit des particules élémentaires. Et donc on a bâti tout un monde autour de la physique des particules, dans lequel il y a 4 substances qui se sont répandues sur le monde et qui empêchent le personnage d'avancer. Le personnage, grâce à la découverte de particules élémentaires, il va développer des pouvoirs. Donc on est vraiment dans du platformer assez classique jusque-là. La combinaison des pouvoirs, c'est ce qu'on fait plein de jeux de plateforme, permet des situations un peu inédites. Donc vous voyez, il a une sphère qui repousse certaines matières, des bottes qui lui permettent de coller à d'autres matières. Super pouvoir qui permet d'échanger les matières 2 à 2. Voilà, c'est lui là, je sais pas si je suis synchronisé, mais c'est lui. Et donc ça, c'est la partie vraiment jeu fun. Pouvoir fait des choses qu'il a pu faire dans d'autres jeux. On pense à All Boy, Céleste, puis même
Alors, c'est pas un Metroidvania dans lequel il y a pas de combat, donc on est un peu loin de Ori ou Hollow Knight, mais il y a quand même, c'est quand même une référence pour nous. Et donc, il y a une autre phase de jeu qui est la phase un peu plus scientifique. Donc, le joueur a une tablette comme ça, là, qui est cryptée. Pour la décrypter, il doit prendre des photos, reveal toujours, dans le monde. Donc, trouver dans le monde les endroits qui sont sur la tablette cryptée. Ça lui donne des indications sur des puzzles. Donc, là, dans le puzzle qu'on voit, il doit réparer un observatoire qui est directement inspiré d'un vrai observatoire qui se trouve en Namibie. Alors, nous, on l'a mis dans la neige, là, mais en fait, il est dans le désert, plutôt. Et une fois qu'il a réparé son observatoire, il peut prendre une photo clé dans laquelle il y a des particules. Et la dernière phase du jeu, c'est associer des cartes là qu'on voit en bas avec ce qu'on appelle des vertex en physique des particules. Et ces petites cartes, c'est en fait des diagrammes de Feynman, c'est un truc hyper fondamental de la physique des particules. On l'explique jamais aux joueurs, mais on l'amène petit à petit par étapes successives et apprentissages successifs à manipuler des concepts hyper compliqués. Qui sont un peu les mêmes concepts que manipulent les physiciens des particules. Et pour finir le jeu, il faut avoir découvert la courbe de progression, c'est vraiment découvrir toutes les particules élémentaires qu'on connaît dans le monde réel. Donc c'est notre pari. Et je crois qu'on est au bout de la vidéo. Là. On est au bout de la vidéo. Tac, tac. Voilà. Pourquoi tu n'es plus là? Parce que tu es là, c'est bon. Oui, alors je tiens à préciser quand même que c'est un trailer là inédit qu'on est en train de regarder, parce que là la vidéo sur il sur est non YouTube, répertorié sur YouTube. voilà, c'est une vidéo qui est non répertoriée sur YouTube. Et donc je te remercie déjà de me permettre cette exclusivité là. Il y a eu une question, alors là tu enflammes le chat, on va être très clair, il y a des GG, ça a l'air pas mal du tout. Là tu vois, tu es bien sur une communauté sur ma chaîne où il y a à la fois de la vulgarisation littéraire, mais beaucoup de jeux vidéo aussi, parce que comme je te disais, je fais beaucoup de gaming. Donc en fait, on a en effet une première question qui dit: ce sont des trailers auxquels la chaire a participé du coup? Alors le jeu, on l'a conçu à l'intérieur de la chaire. C'est-à-dire que le cœur de la chaire, c'était d'embaucher des professionnels du jeu vidéo en résidence dans un centre de recherche. Donc on a fait plein de trucs, mais on avait ce projet un peu fil rouge entre nous qui était de faire le jeu. Donc tout le jeu a été fait, y compris le trailer, a été fait à l'intérieur de la chaire. Ok, j'ai une autre question sur. Alors ça a l'air dense, donc ils sont contents. Metroidvania, ça a l'air vraiment sympa. On dirait quand même un peu du Metroidvania. Alors t'as cité celle-là tout à l'heure, mais toujours pas de combat. C'est un jeu, comme je disais tout à l'heure, sans hémoglobine. GG, ça a l'air pas mal du tout. Message de service, tu peux raid à 12h au lieu de 11h45 si ça t'arrange. Et 4, pas de souci. On verra en fonction de ce qu'a Raphaël à nous dire sur ce nouveau studio qui est en train de se créer. Alors, question d'Amaury, ça sort quand? Alors, s'il y a encore un peu d'incertitude, le jeu il est essentiellement... on crée une société pour commercialiser. Et donc, si tout va bien, on le sort quelque part en 2024. Et donc, ça enchaîne bien avec la question de Bobinette Chera. La labellisation, je sais. Je sais que je peux la demander. Ok, et donc ça serait... J'écoutais pas, j'ai retiré mon casque, ça serait une sortie pour... courant 2024, mais encore à la recherche de l'éditeur où on va peut-être s'auto-publier. Et donc le détail, la date de sortie n'est pas encore clair. Mais il est terminé en fait. Ok, donc Chaprenoy nous dit à tous, il a l'air super sympa comme jeu. Salut Xelirium qui vient d'arriver, ah là là, toujours en retard. Ça a l'air super cool. Si le jeu est accessible avant juillet 2024, ça peut être proposé au CNRS pour labellisation année de la physique. Donc c'est bien ce que nous dit Bobinette Chera. Amaury nous dit Vulga, plus jeu indé tout joli, plus Metroidvania, like Pacific, plus platformer, plus science. Take my money. Donc c'est bon. Là je crois que tu as, tu as fait des émules. Il y a quelqu'un qui te demande, c'est SoShine qui dit, il n'y a pas de David Louapre aussi dans ta chaire? Si, on se connaît bien. Okay. Donc David le youtubeur de Science Étonnante, ceux qui le connaissent, il a été embauché comme directeur scientifique chez Ubisoft à peu près en même temps qu'on a créé la chaire. Il est dans mon comité de pilotage. On encadre des étudiants ensemble, on se connaît très bien. On a même une publication ensemble récente. Ok, très bien.
Nous avons Afélilis qui nous dit: «J'arrive tard, mais ça a l'air trop bien. L'idée de faire manipuler des concepts sans forcément faire peur, en amenant toute la théorie derrière est absolument super.» Amaury dit: «David Louapre est à Ubisoft sur cette chaire, je sais pas.» Eh bien, Raphaël vient de nous répondre. Frogilite nous dit: «Coucou, merci d'être venu.» Xelirium dit: «Oui, enfin, c'est dimanche, c'est grasse mat, c'est la raison pour laquelle il arrive en retard.» Mais c'est pas grave, Xeli, comme d'habitude, tu regarderas la rediff. J'ai l'habitude. Le jeu a l'air sympa, très bonne initiative, nous dit OMG. En vrai, on serait sur quel ordre de grandeur financier, nous demande Amaury, vu que ça doit être rentable. J'ai rarement vu un critère de rentabilité sur la Vulga d'ailleurs. C'est courant. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu nous donnes des chiffres ou pas? Non, c'est pas courant. En fait, l'appel à projet auquel je voulais répondre au début, là dont je parlais, c'est pas pour la vulgarisation, hein, c'est pour le transfert technologique et donc ils veulent que ce soit rentable. Et dans mon cas, j'ai fait rentrer de la vulgarisation là-dedans. Non, la vulgarisation en général doit pas être forcément rentable. En même temps, si tu veux toucher beaucoup de gens, et avec le jeu vidéo, bah, ça coûte cher de faire un jeu vidéo. Un jeu vidéo, c'est minimum des centaines de milliers d'euros d'investissement au départ. Et donc, soit tu as ça et puis tu n'as pas besoin d'être rentable, soit tu l'as pas et donc il faut être rentable. Et donc voilà, les ordres de grandeur, c'est ça. Puis donc, si on veut vraiment faire un jeu assez costaud, comme le nôtre, il y a 17 niveaux, il faut un gros budget et donc derrière, il va falloir être rentable, quoi. Alors le nôtre, comme on l'a financé en grande partie avec la chaire, on pourrait éventuellement ne pas être rentable, mais comment on va en faire d'autres? Ouais, voilà, alors c'est la question que j'allais poser. Du coup, vous avez mis combien de temps pour faire celui-ci, déjà? La chaire, elle a duré 5 ans, donc c'est à peu près 5 ans, mais c'était pas du tout, on faisait pas que ça, quoi. Ouais, c'était pas le projet, Un projet fil numéro rouge et 1. tout ça, mais Ouais, on d'accord. avait d'autres choses à faire en parallèle. On a un Ok, rythme de travail donc qui est on pas va celui dire... que tu trouves dans les studios Ouais, normaux. ok, d'accord. Et Mais ça prend justement... du temps, hein. Faire un jeu vidéo, c'est très exigeant. Il faut Mm, plusieurs corps de métier. Il faut des artistes et des développeurs. ouais. Ça coûte cher de faire un jeu vidéo. Puis un J'ai jeu vidéo ambitieux, ça coûte. j'ai fait venir il y a 3 semaines, comme je te disais, sur cette chaîne, il y a aussi dans les causeries, pas seulement littéraires, mais pas mal de gens qui viennent et qui appartiennent au monde du jeu vidéo. Et j'ai fait venir justement 2 game devs il y a quelques semaines pour évoquer leur travail. Et on a bien compris que c'était à la fois voilà, aussi stressant qu'exigeant. Nous avons Isabelle de Rêve d'Espace qui nous dit: c'est chouette qu'Ubisoft s'intéresse autant à la science. Elle s'intéresse concrètement à la science ou elle s'intéresse financièrement à la science? Il y a eu, oui, s'intéresse à la science. Alors pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, financièrement, oui, hein, c'est pas mal d'argent qu'ils nous ont donné. Donc, et puis sur un schéma de mécénat en plus, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a gardé une très très grande liberté. Et il y a des incitations fiscales de l'État pour ça, hein, mais ils ont quand même mis pas mal de sous sur la table. Avec je pense au moins deux intérêts très forts, enfin même trois, les trois que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire mettre des sciences dans les jeux. C'est-à-dire que les jeux sont de plus en plus intelligents en fait. Et donc il faut mettre des sciences. Alors évidemment, il faut mettre de l'IA aujourd'hui de plus en plus, mais pas que. Il faut mettre des systèmes scientifiques, que ce soit des systèmes sociologiques, comme je disais, la météo par exemple. Donc il y a de la place pour vraiment mettre des sciences dans les jeux. Il faut aussi des scientifiques pour faire des jeux, donc des ingénieurs du top niveau pour faire certains jeux qui sont très exigeants en termes de ressources et tout ça. Et puis la vulgarisation scientifique par le jeu, comme on disait, c'est des thématiques qui les intéressent beaucoup. Ouais. Particulièrement, ok. On a Aphélilis, je ne sais pas si je prononce bien le pseudo, je suis désolée. Hein. Je ne sais pas si Raphaël a le temps de répondre, mais ça s'est passé comment les premières étapes de recherche de financement en tant qu'extérieur au monde du jeu vidéo? Vu que ça passait par Ubisoft, c'était peut-être pas si extérieur. Comment ça s'est produit? Non, mais donc c'est ce que je racontais tout à l'heure sur En fait, moi, c'est conjoncturel. J'avais accès à ce guichet-là. C'était, je peux même vous dire, hein, on pouvait aller jusqu'à 150 000 € de financement par ce guichet-là, donc ça aurait été bien, mais je ne l'ai pas eu. Donc la première étape, c'est ça. Et après, l'idée, elle était là. Et donc après, on a récupéré... donc dans les labos, il y a des systèmes pour faire ce qu'on appelle le transfert technologique. Donc on a candidaté à d'autres
d'autres guichets, c'est 25 000 € par ici, 30 000 € par là, quoi. Ça a démarré avec des petits budgets qui permettent pas du tout de faire un jeu, en fait, hein, mais qui permettent d'embaucher un premier développeur pour faire un prototype, un game designer pour faire le concept du jeu. Et puis derrière, bol, coup de génie, je sais pas, de proposer ça à Ubisoft et puis qu'ils nous suivent complètement, quoi. Et que ça fonctionne, ouais. Ouais, et donc là, Euh, très tranquille, pendant la chaire, elle a duré 5 ans, là, très très tranquille pendant 5 ans pour avancer un projet de jeu concret, ambitieux. C'est pas ce qui se passe dans les studios habituellement. Habituellement, c'est plutôt par petites étapes ou alors levée de fonds ou alors un éditeur qui met de l'argent dedans. Il y a des contingences un peu différentes. Nous, on a été vraiment très tranquille, quoi. Oui, ça impressionne Amaury, hein, qui dit un développement de jeux vidéo sans rush et crunch. Waouh! Ah bah, Soshine on nous ouais, dit et dans cette on y démarche, il y tient. a un côté recherche et développement en gameplay, design ou pas? Justement, est-ce que parce que on parlait Ouais, tu vois, de jeux de plateforme, on parlait de ouais. pixel art, etc. Est-ce qu'il y a quand même une dimension, voilà, Donc dans notre jeu Reveal, là, il n'y a esthétique, j'ai pas. envie de dire. Il y a pas? Ouais, dans le jeu Reveal, il n'y a pas vraiment de R&D dans le jeu. Mhm. C'est plutôt ce qu'on cherche. Enfin, peut-être, mais enfin, moi, souvent je parle d'innovation d'usage, en fait. L'innovation, il y en a plein de types, hein. Il y a l'innovation technologique, tout le monde a ça en tête. Mais il y a une innovation d'usage. Donc nous, c'est là-dedans qu'on s'inscrit, c'est-à-dire vraiment voir, et puis on verra si ça marche. Puis les premiers retours sont plutôt bons, hein, de voir si ça marche de mettre un jeu comme ça dans les mains des gens. C'est-à-dire initier un nouvel usage, c'est-à-dire on va faire un jeu vidéo pour découvrir les merveilles de la science, quoi. Mhm. Et donc c'est là-dedans. Dans la chaire, on a fait pas mal d'autres choses, hein, et en particulier 45 projets étudiants avec des étudiants. Et là-dedans, on a exploré pas mal de choses, y compris de l'innovation, plus de gameplay, des choses comme ça, quoi. Alors, une question de rebelle, mais c'est bien, bon, nous, on a besoin de rebelles sur cette chaîne pour terminer. Alors, on va pas terminer parce que j'ai encore 2 petites questions. Vu que j'ai le droit d'aller jusqu'à midi, je vais aller jusqu'à midi. Ça va, Raphaël, t'es pas trop fatigué? Il nous reste 10 petites minutes, ça va? C'est bon? Ouais, Question ouais, de c'est bon pour moi. CZ, je lance une question rebelle. Quid d'une diffusion chaîne Twitch ou autre de certaines séances de cours à Polytechnique? Je sais que c'est le cas pour les cours au Collège de France, non? Déjà? Ouais, il y a des trucs, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, j'aurais bien aimé. Mais dans la chaire, un truc que je regrette un peu, c'est de ne pas avoir mis assez l'accent sur la communication. La communication à l'extérieur. On a un compte Twitter, c'est moi qui l'anime, mais j'ai pas le temps. On a une chaîne YouTube. Dans laquelle il y a ceux qui étaient intéressés par David Loeb, il y parle d'ailleurs plusieurs fois. Dans lequel on a mis les vidéos de nos colloques, en fait. On a fait des colloques. Elle s'appelle Science X Games. Donc Science X Games. Tu veux que je mette le lien dans le Éventuellement, chat? si tu veux. Ouais. Ok, parce qu'il faut que je montre aussi le site de ton Et Siphon puis, Games. Hein. Il faut que je demande d'ébaucher un étudiant ou un thésard. Alors, ouais. je reviens sur le grand écran. Ça, très simplement pour mettre le lien. Donc, tu m'as dit que ça s'appelle Science. C'est ça, c'est sur Ouais. YouTube. On va mettre le lien. Ah bah super, il y a Ouais, ça, c'est Germain notre qui vient Twitter, ouais. il y a Germain Merci, qui vient de mettre le Germain. Twitter. Bah Germain, tu peux t'en occuper, le site. Alors Ouais. le site, on va voir. Alors attends, tac. Le site, parce que moi je suis pas une rapide. Quand il y a autant, il y a déjà beaucoup trop de boutons pour moi. Ouais. Allez, super, merci Germain. Germain a tout Ça, mis. c'est le site de la chaire dans lequel on parle un peu voilà. de tout ce qu'on a fait. Ouais. Et pareil, c'est moi qui l'alimente, donc il y a du retard. Ok. Bah non, mais il n'y a pas de souci. Alors, par contre, le lien que je vais partager, c'est une certitude. Paf, je remets ça comme ça. Non, c'est pas le bon bouton. J'ai vraiment du mal. Hein. Tac, paf. C'est ça. Donc ça, moi, je l'avais mis ici. Alors, je vous montre. Je vous le mets dans le chat. Hop. Et je me mets en grand écran. Et voilà, je vous montre ici la page d'accueil du nouveau studio donc créé par Raphaël, on est bien d'accord avec ça, je dis pas de bêtises. Comme on le disait tout à l'heure, ce studio s'appelle Sci Fun Games avec Sci-Fun Games avec ce slogan hein, qui est donc le Science for All et Fun Above All, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la science pour tous, mais
le plaisir avant tout, hein, c'est ça. Avec, exact. de fait, vous le voyez, je vous ai mis le lien avec donc un lien d'inscription pour être prévenu des prochaines étapes du jeu Reveal. Voilà. Voilà. Et Pour donc, l'instant, il n'y a que ça sur le site, mais je vais l'alimenter un de ces jours. ouais, donc là, évidemment, oui, mais voilà. Donc, du coup, je vous présente cet espace comme étant potentiellement un espace aussi pour vous de veille, hein, pour savoir ce que fait Ouais. Siphon Games et comment le jeu Reveal du coup évolue. Voilà. Dernière Super, petite merci. question sur maintenant, il est 53, ouais, ce sera la dernière question et puis question du chat pour terminer et puis voilà, on profitera de ce beau dimanche ensoleillé. Est-ce que une fois que ce jeu va sortir, comment ça se passe? On va dire que c'est un one-shot, vous vous contentez de ça? J'imagine que non, vu que le studio vient d'être créé, il y a peut-être d'autres projets qui sont dans les tuyaux. Comment ça se passe? Ouais, donc il y a d'autres projets. J'ai une idée de deuxième jeu encore plus grand public, alors pas du tout en Mmh. pixel art, très différent, puis déclinable sur plein de supports différents. Ça peut Mmh. aller du mobile jusqu'à l'escape game physique, quoi. Trop bien. Et donc, il faut qu'on a juste le concept, quoi. Donc il faut qu'on prototype et qu'on ça dessus, ça va prendre du temps. Il s'appelle Rewind, a priori. Je vais faire que des jeux avec Henri. Henri? Euh, euh, et, hum, et puis si Reveal marche bien, pourquoi pas faire une gamme en fait. C'est-à-dire qu'avec le même gameplay, pixel art, plateforme, on peut prendre une autre science et donc Mmh. redériver des mécaniques de jeu d'une autre science, la biologie, la chimie, l'écologie, l'astrophysique. J'ai plusieurs idées, quoi. Et avec un peu le même gameplay, le même perso, et donc une petite économie puisque tu réutilises une grosse partie de ce qui a déjà été fait. Bien sûr, ouais. Et donc pourquoi pas. Mais ça, il faut qu'on attende de voir si ça marche bien ou pas, quoi, s'il y a vraiment un public pour ça ou pas. OK. Et à côté de ça, on veut aussi se mettre en support pour d'autres boîtes de jeux vidéo, en fait, qui pourraient avoir besoin de notre expertise de world building scientifique. Mmh. On a construit un monde à partir de la physique des particules, voilà, avec tout un process, quoi, une façon de faire ça, alors à la fois graphique, même sonore, narrative et de gameplay. Donc ça peut intéresser a priori d'autres sociétés. Très bien, j'ai 2 C'est un peu ça questions. notre plan. Ouais, J'ai 2 questions dans le chat. Reveal sera dispo sur quelle plateforme? ouais. Donc nous, on l'a développé sur PC, donc Steam, et quelques autres distributeurs, mais on discute avec des éditeurs pour le porter console. C'est un jeu console, un jeu de plateforme, c'est très adapté console. Mmh. Un portage mobile, c'est un peu plus compliqué, mais pourquoi pas, mais pas dans un premier temps. Mais donc le portage console, on est enfin, si on trouve la bonne personne pour nous accompagner et faire ça avec nous, carrément. J'ai discuté un jour avec un mec de Nintendo qui me disait qu'il voulait trop le voir sur la Switch, et je suis assez d'accord. Ouais, c'est clair. Et en fait, tu vois, tu parlais console, je pensais Twitch tout de suite. Alors, PC dans le sens Windows ou dans le sens Windows plus Linux plus macOS? Ah là là, Allez, c'est les questions vaches de fin de... Il est fatigué, mon invité. Arrêtez de lui ouais, non, poser des non, du coup, questions vaches. c'est des bonnes questions, ça, c'est des bonnes questions. Donc Windows, macOS, on a un peu la flemme de. Mais nous, Bon, on dev, voilà. on dev sur Mac. Je suis sur un Mac là, donc nous on fait tout sur Mac en fait, donc Mm. on a le build sur Mac Mm. natif, quoi. Et voilà. Et la wishlist sur Steam, bah non, pas encore, parce que encore une fois, je suis un peu paresseux sur la com. Ça va pas tarder. Ça dépend un peu de l'éditeur. Et justement, donc si vous voulez être mis au courant dès que la page Steam existe, inscrivez-vous, laissez-nous votre mail. On vous inondera pas de mail sur le petit lien qui était donné avant. Ok, merci Raphaël. Est-ce que, pour terminer, il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Oui. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Non, je crois pas. Non, c'était super. Non, c'est bon, ok. On a essayé d'être le plus complet possible. Alors, le chat. Le chat a été très, très fidèle, là. J'y suis vraiment voilà, très touchée aussi, non seulement par ta présence, Raphaël, par le fait que tu aies accepté de participer à cette émission, mais aussi par le fait que, voilà, de raid en raid et de découverte en découverte, voilà, j'ai pas mal de personnes nouvelles qui arrivent sur ma chaîne, ça me touche énormément. Patrick Premartin dit bonjour, d'ailleurs, un compte fait divers Mastodon ou autre en plus du Twitter ou pas? Ou à la place du Twitter, non? Ou à la place. En fait, on est en train de faire la transition là entre la chaire qu'on appelle Scientific Games et la société qui s'appelle Siphon Games. Je sais, ça se ressemble, c'est pas forcément clair. Et donc les médias sociaux pour Siphon Games, on les a pas encore définis.
je serais assez tenté de Donc c'est pas en faire train Twitter, de pas faire de Twitter, ouais. OK. mais peut-être qu'il faut quand même, donc carrément. Très bien, très bien. Alors, Amaury dit à la place, maintenant on parle. Ouais. Ah, Patrick Frémartin dit Burke, bah oui, oui, forcément. Le flot de l'histoire, merci d'avoir été là en lurk. Alors peut-être si tu arrives maintenant. Le chat, est-ce qu'il y a des questions que j'ai pas posées et que vous aimeriez encore poser à Raphaël tant qu'on l'a avec nous, ou est-ce qu'on peut envisager tout de suite le raid sur la chaîne de Poxions? J'ai pas commenté tous les follow, hein. J'ai pas commenté tous les follow, mais je vous remercie, hein. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez, pour tout ce que votre présente et vos follow, hein. Patrick, évidemment. J'en ai eu d'autres. J'ai eu Rêve d'espace. Merci Isabelle. J'ai eu Chaperoneuil. Merci Chaperoneuil. Voilà. Je t'ai pas dit, mais tu as vu Raphaël. Il y a David Didier aussi qui est passé de Froggy tout à l'heure Cool. pour nous faire des bises, etc., etc. Voilà. Bon, alors, vu qu'il n'y a pas de questions supplémentaires, le flot d'histoire dit l'heure que du dimanche matin. Voilà ce que je vous propose. Alors, Socha nous dit quand même merci beaucoup, c'était super intéressant. Je rajoute des bouquins dans ma liste et sans doute un jeu. Merci le chat et aussi à EKTFR. Ah ben, merci beaucoup. C'était un plaisir.